soyez les bienvenus dans ce Webeco, le marché des œufs et des ovoproduits en France et dans le monde. Je suis Diane Delangle, responsable du magazine Filières avicoles. Et avec Simon Fourdin, directeur du pôle socio-économie de l'Italie, nous allons faire le bilan de l'année 2024 et le point sur les tendances et perspectives 2025. Nous serons épaulés par Mohamed Bouzidi, chargé d'études économie pour l'Italie. Alors, vous ne le verrez pas, mais il s'agite derrière son écran pour trouver les chiffres et les données complémentaires en fonction de vos questionnements. Et je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat sur la droite de votre écran. Des sessions questions-réponses seront proposées à la fin de chaque partie. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous avez fait toutes les sessions de Webeco. N'hésitez pas en tout cas à poser toutes vos questions. On compte sur votre participation active. On remercie enfin le partenaire de cet événement qui est CCPA. À toi, Simon, je te laisse démarrer. Merci beaucoup, Diane, et bonjour à tous. Alors effectivement, donc comme habituellement pour ces Webeco, on scinde en deux parties. Donc la première partie sur les œufs et ovoproduits et une seconde partie sur le lapin. Sur la partie œufs et ovoproduits, au sommaire, assez classiquement, on va dire, les éléments principaux qu'on retrace à chaque fois, donc tout ce qui est matières premières, indices et prix, la consommation en France sur les œufs et les ovoproduits, le marché français des œufs et des ovoproduits et les échanges qu'il peut y avoir au niveau français, les marchés européens, enfin, des œufs et ovoproduits, et on a mis quand même quelques petits points, on va dire, un peu d'actualité sur la filière, notamment concernant deux sujets d'importance que sont l'ovosexage et les questions de transition vers la fin de la cage. Alors sans plus attendre, donc le résumé des épisodes précédents. Donc au niveau du contexte économique, pour ceux qui étaient là aussi mardi, il y a des choses ça va vous rappeler ce qu'on a pu dire mardi, notamment tout le contexte inflation qui avait beaucoup bouleversé, perturbé les précédentes années et qui est un peu moins vrai, un peu moins fort dernièrement. Mais depuis, il y a eu d'autres incertitudes, notamment l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et toutes ces décisions concernant les taxes, les droits de douane qui créent un certain nombre de déséquilibres au niveau des marchés mondiaux. On y reviendra. Et puis, je le disais juste avant, donc les questions autour de la cage et de l'ovosexage qui impactent aussi beaucoup la filière française et ou européenne. Au niveau de la grippe aviaire, donc c'est plutôt stabilisé en France, mais il y a eu quand même plus de cas en Pologne. Il y a encore des pays qui sont quand même bien touchés, donc ça reste quand même une question au-dessus de la filière. Et notamment, il y a eu aussi pas mal de cas et de conséquences sur les cas aux États-Unis. Au niveau de l'Ukraine, on reviendra, on fera un petit focus sur le point sur les importations de l'Union européenne depuis l'Ukraine, puisque c'est un point qu'on suit déjà depuis les quelques précédents Webeco, parce qu'on voit qu'il y a des importations très massives. Donc on fera le point sur l'année 2024, comment ça s'est traduit. Et enfin, au niveau européen, les réponses aux droits de douane qui seront, on va dire, partagées dans les différents éléments, et notamment tout de suite sur les matières premières. Alors, sur les matières premières, donc désolé pour ceux qui étaient déjà là mardi, ça va être un peu redondant pour vous. Vous avez le temps d'aller vous prendre un petit café. Pour les autres, c'est important de vous tracer quand même le contexte sur les matières premières qui sont toujours un poste de charge important dans les filières volailles et lapins. Donc en fait, sur le cours des matières premières, vous avez ici le blé et le maïs, et en noir, vous avez la courbe de 2024, et en rouge, les premiers points de 2025. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2024, on avait plutôt une tendance qui a été plutôt baissière par rapport à une année 2023, et on n'a pas remis là, mais 2022, qui étaient deux années très haussières suite au démarrage de la guerre en Ukraine, avec des impacts très très forts sur le marché des matières premières. Et pour rappel, que ce soit la Russie ou l'Ukraine, ce sont des gros pays exportateurs, donc forcément, ça a eu des conséquences sur les marchés mondiaux. Donc on est plutôt sur des tendances baissières, et vous voyez le début 2025 qui reste sur des tendances baissières. Après, si on regarde sur une période de temps plus ancienne, on est quand même au-delà, donc ça reste baissier, mais plus élevé que ce qu'on avait pu connaître avant les années 2020. Les conditions de récolte en fait de 2025, et d'ailleurs l'USDA a sorti son dernier rapport le 12 mai, donc c'est tout récent, et a des recommandations, enfin des préconisations encore extrêmement bonnes sur les récoltes de 2025. Donc normalement il y aura une production et des niveaux de stock qui sont tout à fait considérables par rapport à des années qui ont été plus compliquées par le passé. Donc on va dire tous les fondamentaux de marché
sur la production et sur les stocks sont plutôt de bon augure. Sur d'autres matières premières que sont les oléagineux et notamment le tourteau de soja, donc là, on avait eu des niveaux aussi records en 2023. En 2024, on avait eu une forte baisse. Et là, on voit en 2025, on est vraiment revenu à un niveau plus bas. Et là, pareil, hein, c'est vraiment les conditions météorologiques qui avaient été compliquées ces dernières années, qui sont plutôt plus favorables. Et les dernières estimations aussi là, de l'USDA, notamment sur les productions américaines, que ce soit nord-américaines ou sud-américaines, sont plutôt très favorables. Le point d'interrogation, quand même, reste le questionnement sur les taxes américaines, notamment le fait des répercussions des taxes entre Chine et États-Unis, sachant que la Chine est un pays extrêmement importateur de soja nord-américain. Si les taxes sont dissuasives, il risque. Déjà, il y a eu un effet sur la Chine qui a essayé d'acheter un maximum de soja avant la mise en place des taxes. Et l'autre problématique, c'est que si demain, il y a toujours cette guerre commerciale entre ces deux gros pays, il y aura des conséquences dominos sur le marché du soja, avec notamment la possibilité d'avoir plus de reports sur le soja d'Amérique du Sud, sur lesquels l'Union européenne est très positionnée, et avec un report des importations de la Chine sur l'Amérique du Sud. Là, dans les dernières aussi informations là, toutes fraîches, on va dire, de cette semaine, il y a aussi quand même la réplique de l'Union européenne par rapport à ces droits de douane de Donald Trump, qui met bien le tourteau de soja pour l'instant dans les matières premières sur lesquelles il pourrait aussi avoir des taux des droits de douane importants sur l'entrée au niveau du territoire européen depuis les États-Unis. Donc, il pourrait effectivement y avoir encore des conséquences. Donc, on va dire les fondamentaux climatiques sont plutôt de bon augure. Par contre, le contexte géopolitique un peu perturbé reste très compliqué pour faire des prévisions sereines. Et je passe sur le tournesol. Alors, pourquoi les cours sont bas? Donc, on vient de le dire, hein, au niveau des climatiques, c'est plutôt des craintes modérées par rapport aux aléas qu'il y a pu y avoir ces dernières années, un printemps plutôt favorable. Le maïs safrina, c'est-à-dire le maïs derrière soja au Brésil, il est plutôt prometteur. Il y a des stocks importants en plus en blé et en orge dans les pays de l'hémisphère sud. La demande internationale, elle est aussi plutôt en baisse, donc avec une offre plutôt en hausse et une demande plutôt en baisse, forcément, ça fait des cours plutôt faibles, plutôt baissiers. L'euro est fort, on le verra tout à l'heure, les conséquences, mais du coup, par rapport au dollar, ça fait que c'est plus simple d'acheter pour les Européens des matières premières, mais plus difficile d'en exporter par ailleurs. Et en France, par contre, on avait constaté quand même des mauvaises qualités sur maïs, avec un report du coup quand même du maïs sur le blé, qui peut mettre un peu plus de tension du coup sur le blé. Sur le colza, il y a des tensions aussi un peu plus du fait du taux de colza qui est incorporé dans les biocarburants. Voilà en gros tous les éléments qui expliquent pourquoi les cours sont bas actuellement et qu'est-ce qui pourrait les faire bouger demain. Sur la parité euro-dollar qu'on avait présentée aussi mardi, parce que c'est un élément important dans le contexte géopolitique actuel, on a, suite aux différentes annonces qui ont été faites par le président américain, on a un décrochage, on va dire, du dollar par rapport à l'euro, par rapport à ce qu'il a pu être. Alors, on n'est pas dans des montants, il y a déjà eu des épisodes précédents, mais là, on est vraiment arrivé à 1 euro égale 1,14 $, ce qui est quand même un niveau très élevé. Alors, pour rappel aussi, on va dire les fondamentaux sur le taux de change entre les monnaies, quand on est un euro qui est plutôt fort par rapport au dollar, c'est plutôt un frein pour toutes nos exportations, pour tous nos exportateurs. Et à l'inverse, c'est plutôt un levier pour toutes nos importations, nos importateurs. Et donc là, on est plutôt dans cette conséquence-là actuellement. Pour rappel aussi, l'objectif de Donald Trump, c'est d'essayer de faire dévaluer le dollar pour rendre les États-Unis plus compétitifs à l'export, mais avec un gros risque, parce que quand on dévalue la monnaie, on augmente aussi le risque d'inflation. Or, la Fed, la Banque centrale américaine, a pour objectif normalement de maintenir au maximum, on va dire de réguler l'inflation, de la limiter au maximum. Et pour l'instant, le président de la Fed, Jerome Powell, garde le cap. Il avait été nommé, pour la petite anecdote, par Donald Trump lors de son précédent mandat, même si maintenant Donald Trump ne l'a plus trop
en haute estime. Alors autre effet en fait de la politique américaine et des changements, on va dire stratégiques américains. Donald Trump a été élu notamment sur, des promesses pendant sa campagne sur le fait d'aller forer, hein. «Drill baby drill», c'était un peu un de ses slogans qu'il a repris, qui est pas de lui à la base, hein, mais qui veut dire: «Bon allez, on va forer, au maximum, on va essayer de produire le maximum de pétrole». Et donc ça a une réaction aussi des pays, qui sont membres de l'OPEP, en réaction de pas laisser les États-Unis, prendre leur part de marché. Et donc il y a plutôt une production, on va dire, élevée de tous les pays, qui produisent du pétrole, qui bien sûr, fait baisser les prix. Heu, donc une offre en pétrole qui est plutôt haussière, une demande économique, on l'a vu sur le reste des matières premières, qui est plutôt en baisse, hein, plutôt un ralentissement de l'économie mondiale, qui fait que, l'énergie est plutôt en baisse. Et puis bien sûr, on a vu des conséquences très fortes, hein, de la guerre en Ukraine, de l'augmentation de l'énergie. Et depuis, on va dire cette situation s'est quand même, un peu, résorbée, sur ce volet-là. Alors sur l'élection de Trump, quelles conséquences? Et puis on fera tout à l'heure aussi sur le lapin, sur chaque filière, avec, ce que Mohamed a pu, creuser. On a regardé, les impacts, sur nos différentes filières. Alors sur les œufs coquilles, bon, il y a très peu d'effets directs puisque c'est pas un produit qu'on échange entre l'Union européenne, et États-Unis. Quoique, on a vu que les États-Unis étaient en très, très forte recherche, d'œufs, donc il peut y avoir des fois des opportunités, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un produit qu'on échange très peu avec eux. Par contre, en nouveaux produits, là, pour le coup, il y a beaucoup plus d'échanges, puisqu'il y a 30 millions d'imports de l'Union européenne depuis les États-Unis pour 2,3 millions d'exports. Donc, on voit qu'il y a quand même des flux sur les nouveaux produits. Pour la France, les exports vers les États-Unis, c'est 2,5 millions d'euros contre 9 millions d'imports, hein, au total, tout confondu là, dont 7 millions d'OAC. Donc c'est plutôt sur les œufs à couver, on va dire sur la partie génétique, sur les filières avicoles en général, qu'il y a le plus d'échanges. Mais après, il y a des effets indirects de toute cette politique. On l'a dit tout à l'heure déjà sur l'énergie avec le pétrole, hein, qui peut faire baisser un peu la tension sur l'énergie, mais également par répercussion sur les oléagineux qui sont utilisés comme biocarburants, et globalement, voilà, sur tout le contexte énergétique. Et puis, on l'a cité aussi, les droits de douane sur le soja par la Chine, peut-être la contrepartie aussi de l'Union européenne sur des droits de douane aussi sur le soja en provenance des Américains. Et donc tout ça fait que même si en flux direct sur nos marchés, sur nos produits, il y a peu d'échanges avec les États-Unis, il peut y avoir quand même des effets en cascade, sur d'autres produits ou d'autres intrants, qu'utilisent nos filières. Alors si on revient sur le contexte des matières premières, donc on est plutôt sur des matières premières qui sont assez baissières là depuis le pic qu'on avait pu connaître, au début de la guerre en Ukraine, et que vous revoyez ici, exprimé au travers de l'indice Itavi, pour les poules pondeuses. Et depuis ce pic, en fait, on a eu, une baisse, on va dire constante. Il y a eu une petite remontée là en milieu d'année dernière. Mais donc du coup, on est plutôt voilà, sur une certaine stabilité, une nouvelle normalité, comme c'est inscrit, sur le graphe par rapport à cet effet un peu montagne qu'on a eu, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et puis pour rappel aussi, c'est repris aussi sur ce graphe-là, tous les initiatives, que ce soit les corridors de solidarité, ou l'initiative céréalière de la mer Noire entre donc les Nations unies ou l'Union européenne pour faire sortir les céréales, notamment de l'Ukraine, par la mer Noire ou par la route, ont permis, de désengorger, les greniers, ukrainiens, et de retrouver un peu de matières premières disponibles sur les marchés mondiaux. Et depuis, même s'il n'y a plus d'accord, parce qu'à un moment il y avait pour rappel aussi, hein, il y avait un accord entre Russie et Ukraine, hein, pour, ces matières premières. Il n'y a plus d'accord, mais néanmoins l'Ukraine arrive quand même à exporter sa marchandise. Sur donc là, vous avez le comparatif des différents aliments, des indices, aliments par rapport à l'indice matières premières Itavi, français, dans d'autres pays européens, et on voit en fait, hein, c'est juste pour vous remontrer qu'en fait cette situation française n'est pas du tout, spécifique à la France, puisque c'est quelque chose de très parallèle qu'on peut retrouver dans tous les pays européens, et là, dans l'exemple des 4 pays cités, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, et Espagne. Donc voilà pour cette première partie, sur le contexte, matières premières.
Et voilà, maintenant, on attend vos questions pour cette première partie matière première. On a déjà Anne-Sophie Le Gonidec qui souhaite avoir des précisions sur les importateurs d'œufs coquilles aux US. Qui sont-ils? Je ne sais pas si je comprends dans le bon sens la question. En tout cas, les US là, sont obligés d'importer, si c'est ça la question. C'est qui sont les importateurs d'œufs? Ouais. Bah là, donc les entreprises américaines qui ont besoin d'œufs vont importer depuis certains pays. Et là, les pays desquels ils vont importer, parce que là, mais on le verra, on a fait quelques diapos spécifiques sur les États-Unis, parce qu'il y a un contexte un peu particulier. Oui, voilà, c'est bien. Merci Anne-Sophie. Exportateurs, oui, ok. Donc là, du coup, en fait, pour l'instant, c'est pas du tout au niveau de l'Union européenne que ça se passe. Ça va être d'autres pays tiers qui vont exporter, Émeric le précise, Mexique et Turquie. Et donc d'ailleurs, Émeric avait préparé une diapo que je vais vous présenter aussi sur des exportateurs turcs, parce qu'on voit que la Turquie commence à prendre ses parts de marché. Et donc les États-Unis ont fait un peu un appel mondial pour trouver des œufs, parce qu'ils étaient vraiment en pénurie d'œufs, mais c'est pas trop le marché de l'Union européenne qui a répondu. C'est d'autres pays, soit frontaliers comme le Mexique, ou soit des pays d'autres pays tiers qui ont pu répondre à cette demande, quoi. La France, en aucun cas, elle pourra avoir son épingle du jeu à tirer là-dessus, s'engouffrer dans la brèche. En fait, il y a pas mal de pays européens, et la France en fait partie, qui sont plutôt, pour rappel, à l'équilibre en termes d'auto-approvisionnement. Donc la France essaye déjà de subvenir, on va dire, en termes de souveraineté à ses propres besoins. Alors c'est vrai sur les œufs coquilles, sur les ovoproduits, il y a quand même plus d'échanges. C'est un marché qui est quand même plus mondialisé, il y a quand même plus d'échanges. Pour l'instant, on va dire, la France, elle est plutôt en train d'essayer de réussir à subvenir à sa consommation de son territoire, plutôt que d'être sur l'export. Après, il y a d'autres pays qui peuvent être un peu plus sur les marchés à l'export. Est-ce qu'on a un risque de se retrouver avec une pénurie de soja sud-américain si tout le monde se rue dessus? Alors, c'est effectivement un des points d'interrogation. Donc là, je disais, la campagne est plutôt prometteuse. Donc, du soja, il y en aura. En volume, il y en aura. Mais après, effectivement, si tout le monde se met à acheter au même endroit, ça risque d'être un peu plus tendu. Et puis, un autre rappel qu'on n'a pas remis là, mais qu'on avait présenté dans le WebEco précédent, c'est qu'il y a le règlement RDE aussi, qui oblige quand même une certaine traçabilité des produits qui potentiellement déforestants, dont le tourteau de soja fait partie. Et qui fait que les exports vers l'Union européenne sont, pour les Sud-Américains, plus contraignants que les exports vers d'autres parties du monde. Et donc, même si l'Union européenne est plutôt un bon payeur par rapport à d'autres pays, s'il y a des contraintes trop fortes, on peut dire qu'on risque d'être peut-être défavorisé s'il y a des arbitrages entre les pays d'export, enfin les pays vers lesquels c'est exporté, qui se jouent, quoi. Et puis, pour rappel aussi, la Chine, je n'ai pas les volumes là précis en tête, mais c'est un très, très, très gros importateur de soja. La Chine, c'est vraiment un très, très gros importateur sur ce marché-là. Et là, si ils ne vont que sur l'Amérique du Sud, forcément, ça va avoir des effets dominos. Tu nous as bien expliqué ce mécanisme-là de dollar faible, euro fort, mais finalement, pour nous, c'est quoi qui est le plus rentable par rapport aux œufs, aux ovoproduits? Qu'est-ce qui est le mieux, la meilleure conjoncture? C'est d'avoir le dollar. Par exemple, là, en fait, ça va vraiment dépendre presque des opérateurs. Là, les ovoproduits, on est plutôt sur un marché d'échange. Si on veut exporter, notamment tous nos fabricants d'ovoproduits qui veulent exporter dans le monde, c'est plutôt défavorable d'avoir un euro trop fort. Mais pour d'autres commodités qu'on doit notamment acheter, par exemple là, hormis les effets droits de douane dont on vient de parler, mais quand on a besoin d'acheter certains intrants, certaines matières premières, on a plutôt intérêt à avoir un euro fort. Donc ça dépend vraiment de où on se situe. Et on achète plus que ce qu'on exporte. Donc finalement, au total, qu'est-ce qui est le plus... En fait, globalement, on va, parce que là, ça dépend à quelle échelle on se situe, mais sur les œufs et les ovoproduits, déjà, il y a relativement peu d'échanges. Mais sur le soja, on fait quasiment que des importations. Donc, pour acheter du soja, ça va coûter moins cher si l'euro est fort. Mais par contre, pour exporter, par exemple, nos ovoproduits, ça va coûter plus cher. Donc, si on est fabricant d'ovoproduits, c'est plutôt désavantageux. Si on est fabricant d'aliments, c'est plutôt avantageux. Alors après, des fois, on peut être plusieurs choses à la fois, mais donc ça dépend vraiment de sur quel maillon on se situe. Et puis après, c'est pas parce que là, on dit l'euro fort ou l'euro faible, mais après, ça dépend bien sûr aussi des cours des matières. C'est-à-dire que si le soja il s'envole, on a beau avoir un euro fort, ça suffira pas pour compenser
la hausse des cours du soja, quoi. J'ai une dernière question. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Alors, c'est vrai que certains étaient peut-être déjà là il y a 2 jours, donc ça peut paraître redondant. Mais en tout cas, on attend vos questions. Moi, j'ai une question qui n'a pas été évoquée il y a 2 jours. C'est tu as parlé de la tension induite par les biocarburants sur le colza. Ça, moi, dans mon esprit, j'avoue que ça me paraissait être quelque chose d'anecdotique, mais ça se ressent réellement et est-ce qu'on a un risque que ça continue à engendrer de la tension supplémentaire si ce biocarburant-là continue d'émerger? Ouais, alors en fait, il faut savoir déjà que du biocarburant, il y en a dans tous les carburants maintenant, il y a un pourcentage de biocarburant dans les carburants, dans nos carburants à la pompe. Et donc, selon le pourcentage d'incorporation, qui a été revu à la hausse encore dernièrement, forcément, ça va nécessiter beaucoup de matières premières agricoles, dont le colza pour le diester, pour l'intégrer. Et ça, en fait, forcément, ça a des conséquences sur le colza qui a d'autres destinations que les biocarburants, donc le colza pour l'alimentation animale notamment. Et puis après, alors c'est pas que le colza, ça peut être aussi le blé pour le bioéthanol, ça peut être, mais effectivement, et puis c'est le cas aux États-Unis aussi, qui ont aussi pas mal d'utilisation de biocarburants, qui peuvent avoir des impacts sur les cours des matières premières, que ce soit oléagineux ou même céréales, selon le type de carburant. Et donc ça peut avoir un impact. Et quand le pétrole est dissuasif, des fois ça a tendance à augmenter l'intérêt d'utiliser des biocarburants, mais des fois ça peut être juste des mesures un peu gouvernementales d'augmenter le taux, quels que soient, on va dire, les cours par ailleurs. Alors après, maintenant, il y a l'électrique qui rentre en jeu aussi, donc les biocarburants, par rapport à ce qu'on imaginait à une époque comme être vraiment le remplaçant du carburant, là maintenant je pense qu'on est plutôt parti sur un autre schéma sur l'électrique, mais en attendant que l'électrique soit majoritaire, il est quand même encore beaucoup utilisé dans les carburants actuels. Eh bien, si on n'a pas d'autres questions sur les matières premières, on va poursuivre. Donc on va continuer donc sur la consommation en France, en Europe, des œufs. Et donc là, pour changer un peu de ce qu'on peut vous présenter habituellement, on met plutôt des évolutions pluriannuelles concernant que la France. On a trouvé intéressant de vous situer la France par rapport à d'autres pays européens, que sont l'Espagne, la Belgique, le Danemark, etc. Et de situer aussi la France par rapport à la moyenne de l'Union européenne à 27. Donc là, sur les dernières prévisions, les derniers calculs d'estimation de la consommation d'œufs par an par habitant, on est à 231 œufs par an par habitant. Alors vous avez en turquoise la partie ovoproduits et la partie œufs coquilles en noir. Et donc vous voyez le ratio entre les deux. Donc les œufs coquilles sont encore majoritaires, même si la part de vos produits est de plus en plus importante sur du long terme. Et donc on est quand même à 230 œufs par an par habitant, un chiffre quand même assez élevé, voire très élevé, au-delà de la moyenne européenne qui est à 222, pas beaucoup plus, mais quand même un peu au-dessus. Et tout ça montre que l'œuf a une dynamique sur la consommation qui est très importante. Alors rappel des facteurs clés de succès qu'on connaît sur l'œuf, ça, c'est souvent cité, la protéine animale qui est la moins onéreuse, et dans un contexte plutôt inflationniste ou de baisse de pouvoir d'achat, où les acheteurs font attention, c'est un avantage. Un autre avantage, c'est qu'il est consommé par quasiment toute la population, plus de 96% de la population. Le taux de pénétration, le nombre de ménages qui peuvent acheter des œufs est très important. Il n'y a pas d'interdit religieux, il n'y a pas de pratique qui interdirait sa consommation, y compris d'ailleurs même pour toute une partie de la population qui est végétarienne. Ils peuvent être ovo-végétariens en consommant des œufs, mais pas d'autres produits d'origine animaux. Et puis l'aspect santé, qui avait été un peu décrié pendant tout un temps sur les aspects cholestérol et qui est redevenu, on va dire, en odeur de sainteté là-dessus, qui fait que voilà, il coche un peu toutes les cases et donc il a plutôt vraiment tous les voyants au vert pour la consommation. Alors après, ça c'est au niveau tendance globale sur les œufs. Quand on creuse un petit peu après sur les différents modes de production et les impacts sur les différentes consommations. Donc globalement, vous avez sur la ligne du haut, là c'est les données Kantar pour France Agrimaire sur la comparaison entre l'année complète 2024 par rapport à l'année complète 2023. Sur la première ligne, vous voyez donc en orange clair, c'est les volumes, et en orange foncé sont les prix. Et donc vous avez les volumes qui sont en hausse pour l'ensemble des œufs, et puis les prix qui sont plutôt en baisse, comme ce qu'on avait pu voir pour ceux qui avaient assisté au Webeco volaille de chair, avec notamment l'effet de la baisse de l'indice Itavi et la baisse du coût des matières premières
qui a une répercussion sur les prix, qui sont plutôt du coup, plutôt en baisse, avec quand même, 2 exceptions, qui se détachent nettement, hein, sur le graphe, puisqu'en termes de volume, vous en avez, 2 qui basculent, beaucoup sur la droite et puis à l'inverse, un qui bascule beaucoup sur la gauche. Donc vous avez le sol et le plein air qui sont, très, enfin avec des dynamiques de volume très positives, avec +6,3 % et 5,7 % pour le plein air. Et puis par contre, que ce soit, le label rouge, donc il a +0,2 % ou la bio à 0,1 %, on voit qu'ils sont vraiment, enfin avec des volumes, constants qui ne profitent pas de cette embellie. Et puis à l'inverse, celui qui est vraiment en forte baisse, c'est la cage, mais on y reviendra, c'est avec tout l'effet transition vers la fin de la cage, où les distributeurs en mettent de moins en moins en rayon pour respecter leurs engagements. Et donc du coup, ça se traduit directement dans ce type de chiffres. Et quand on regarde justement la part de marché par code de consommation des œufs en grande distribution, on peut voir, alors ça avait déjà été évoqué la fois dernière, mais on n'avait pas encore les chiffres de l'année complète 2024, ce qui est désormais le cas. Et donc sur l'année complète 2024, on a bien une part des œufs cage qui passe en dessous des 20% pour la première fois, hein, c'est l'histogramme bleu foncé tout en bas du graphe. Et donc, on va dire un peu historiquement, on est passé sous cette barre des 20%. Et puis, ça montre, ça veut dire aussi que pour la première fois, les œufs sols ont dépassé en part de marché les œufs cages. Sur la bio, après des années un peu de crise qui a touché pas du tout seulement les œufs, hein, mais l'ensemble des produits, hein, ça a été beaucoup repris dans les médias. On a une baisse de cette part de marché, mais qui a l'air un peu plus de se tasser. Et puis ce qui était plutôt en bio a basculé dans le plein air, qui atteint 45%, donc presque la moitié des œufs français. Si on rajoute en plus le label rouge, sont des œufs de code 1. Donc ça, c'était pour la grande distribution. Et maintenant, si on regarde par rapport aux ovoproduits, donc les œufs coquilles, pardon, en grande distribution, là, c'est les ovoproduits. Donc ça, c'est les données SNIPO. Et donc vous avez là, sur l'ensemble on va dire, des 2 filières, et après on fera le détail entre RHD et ovoproduits RHD et ovoproduits pour l'industrie agroalimentaire. Et donc là, sur l'ensemble des différents secteurs, donc on est à 42% de cages, donc quand même plus du double de ce qu'on a vu là sur les parts de marché en œufs coquilles en grande distribution. Donc on voit quand même cette baisse, hein, on était à 90% en 2011, on est à 42% aujourd'hui, donc ça a plus que été divisé par 2. Mais ça reste quand même plus important que sur l'œuf coquille distri. On voit effectivement, mais ça c'est un peu logique et parallèle, une augmentation forte, notamment du sol, qui a repris un peu ces dernières années les parts de marché de la cage, puisque quand on regarde plein air et bio, on voit en haut, hein, que depuis, on va dire 2021, depuis à peu près les années où on a connu un peu d'inflation, ça s'est à peu près stabilisé. On gagne un petit peu de points, mais avec une dynamique moindre que ce qu'on a pu voir sur les œufs coquilles. Et comme je disais juste avant, si on zoome maintenant entre les ovoproduits RHD à gauche et les ovoproduits pour l'industrie agroalimentaire à droite, là on voit un contraste assez fort, hein, puisque vous voyez sur la gauche, donc pour la filière d'ovoproduits pour la restauration hors domicile, on est encore à 2/3 de cages, alors que pour les ovoproduits pour l'industrie agroalimentaire, on est à 1/3 de cages seulement. Et donc là, vraiment, notamment le sol, alors même le plein air a plus de 10 points de plus que sur la partie RHD, mais le sol est à plus du double, quoi. Donc là, on a vraiment un gros différentiel entre les deux segments, enfin les deux circuits de distribution des ovoproduits. Si on regarde maintenant sur les prix, hein, toujours sur les données du panel Kantar pour France Agrimaire, si on regarde sur les prix, donc là on vous a repris les différents codes, donc code 3 pour la cage d'abord, et à droite le code 2 pour le sol. Et donc là on voit que par rapport à des années précédentes, on était bien augmenté sur le prix des œufs, mais on est plutôt, si on regarde les courbes 2023, 24, 25, on est quand même assez proche, quoi, par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. On y reviendra, hein, notamment sur les États-Unis où ça a complètement explosé. On voit qu'en France, sur ces codes-là, c'est quand même plutôt maintenu, alors à des niveaux plus élevés que par le passé, mais sans excès de hausse de prix. Sur le bio et le plein air, donc à gauche, c'est
le plein air et à droite, le bio. Pareil, après, vraiment une année, là, 2022, hein, qui a été l'année sur lequel ça fait vraiment, une augmentation, chez tout le monde. Là, on est plutôt aussi quand même sur des prix qui se tiennent, qui restent à peu près sur un plateau. On n'a plus d'évolution, très marquée, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Il y a un petit décalage quand même sur le prix, label rouge. Alors avec des évolutions un peu plus marquées. Alors déjà, en part de marché, je le rappelle, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est quand même plus petit, donc les écarts de volume peuvent faire des à-coups plus importants. Et donc là, on est un peu plus marqué à la baisse sur le label rouge, notamment sur la fin d'année 2024 où il y a eu un petit décrochage. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette deuxième séquence. Oui, on a une question déjà de Anne-Sophie Le Gonidec qui nous demande quels sont les arguments de la RHD pour rester en cage alors que les industries agroalimentaires arrivent à varier leur mode d'élevage. Alors, je ne sais pas si c'est les arguments pour rester en cage ou elles sont moins soumises à devoir argumenter pour dire ce qu'elles utilisent. Je dirais plutôt comme ça. C'est-à-dire que comme notamment même les ovoproduits qui servent pour l'industrie agroalimentaire, qui potentiellement peuvent être vendus en grande distribution, il y a des engagements des distributeurs à sortir de la cage qui fait que ils mettent en place un certain nombre d'évolutions dans les produits qu'ils vont commercialiser. Alors que sur la RHD, et c'est un peu le pendant qu'on a vu en volaille de chair, hein, où on va avoir un taux, par exemple, de poulet importé plus important en RHD qu'en distribution, parce que finalement, la RHD, c'est quand même moins regardé, c'est moins voyant, c'est moins visible. Je ne sais pas si c'est plutôt visible que voyant qu'il faudrait utiliser comme terme. Et donc, je pense que c'est plutôt ça, en fait. L'effet, c'est l'effet qu'en RHD, le consommateur, quand il va consommer des œufs en RHD, il va moins demander si c'est des œufs plein air ou autre, alors que quand il est en grande distribution et qu'il est dans le rayon des œufs, là, il va bien distinguer quels sont les différents modes d'élevage et choisir en conséquence. Et c'est toute la problématique de la RHD. Il y a d'ailleurs une étude encore tout dernièrement là, de France Agrimaire avec Circana sur le sujet, parce que c'est très, très compliqué de suivre justement certains flux et certains affichages. C'est aussi une problématique d'affichage, hein, parce que quand on ne le sait pas, c'est difficile de choisir ou pas sans avoir la connaissance de l'origine du produit. Donc c'est vraiment tout cet enjeu de traçabilité et d'affichage, d'étiquetage sur la RHD, quoi, qui touche les viandes, mais qui touche aussi les œufs, du coup. Ce serait l'unique moyen de débloquer la situation, selon vous, cette obligation de traçabilité et d'étiquetage? Après, on sait que notamment les ONG de protection animale qui pèsent de toute leur force pour essayer de faire basculer notamment sur la fin de la cage ou ce genre de conduite, pèsent aussi sur les entreprises de RHD. Mais ils vont plutôt peser quand même sur des gros groupes de RHD que chez le petit vendeur de snacking du coin de la rue qui va pas être directement concerné, quoi. Donc, on va dire sur les gros groupes de RHD, un certain nombre se sont engagés, que ce soit sur la sortie, de ne plus utiliser de cage, ou on l'a dit aussi mardi, d'utiliser par exemple plus d'origine France sur la volaille ou des choses comme ça. Autant sur les plus petits acteurs, ça va être quand même différent, quoi. Anne-Cécile Mottet nous demande où en sont les discussions sur la création d'une cotation d'œufs alternatifs en parallèle de la TNO existante aujourd'hui? Alors, je ne sais pas le détail, effectivement, c'est tout le sujet parce que la TNO, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, effectivement, est sur la partie cage. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une TNO sur la partie des œufs alternatifs parce qu'on voit maintenant qu'ils sont devenus très majoritaires. Et donc, d'avoir une TNO qui suit la tendance de ce qui devient majoritaire aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a plus d'informations que moi, mais n'hésitez pas aussi à compléter dans le chat. Mais effectivement, c'est un travail qui est en cours. C'est tout ce que je peux en dire actuellement. La stagnation des œufs cages actuels, qu'est-ce qui va faire est-ce qu'on va réussir à descendre plus dans la grande distribution finalement, sauf s'il y a une interdiction claire et nette? Comment on va sortir de cette stagnation? Sur la stagnation, pardon, j'ai pas. La stagnation de vente des œufs cages Ouais. en grande distribution. Comment? Alors, en fait, on a remis des diapos justement spécifiques sur une étude qu'a fait Émeric pour le CNPO. En fait, il faut
il y a plus énormément d'éleveurs en fait en effectif qui font de la cage. C'est juste que comme ça peut être des éleveurs avec des gros élevages, ça peut représenter encore pas mal de poules, mais en termes d'individus qui ont de la cage. Donc en fait là, c'est très intéressant d'essayer de suivre quelles sont justement leurs aspirations, leur transition. Donc ça, on vous représentera une diapo sur le sujet pour essayer de savoir est-ce que ils ont commencé à faire leur transition vers la fin de la cage. Est-ce qu'ils ont prévu de continuer à faire de la cage? Parce qu'on l'a vu aussi dans les ovoproduits, il y a quand même encore pas mal d'utilisation d'œufs cage. Donc, même si dans la distribution, il y a des engagements des distributeurs à sortir de la cage, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quand même toujours des marchés qui pourront utiliser des œufs cage demain. Donc, voilà, l'intérêt, là, c'est d'essayer de suivre un peu sur ces producteurs actuellement en cage, qu'est-ce qu'ils imaginent à l'avenir. Et puis après, on a remis aussi une diapo sur le sujet. Tout va être aussi question un peu d'un point de vue plus réglementation européenne, puisqu'il y avait une initiative citoyenne européenne End the Cage Edge, là j'y reviendrai, qui était un peu en stand-by, enfin en tout cas les conséquences étaient un peu en stand-by, et là ça risque de reprendre avec des consultations qui vont commencer à reprendre, et peut-être demain des directives, et alors là du coup ça sera peut-être pas qu'une question de marché, mais une question réglementaire, et là ça sera autre chose, quoi. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore à ce stade. Pour l'instant, il n'y a pas encore de directives qui interdisent la cage en Europe, quoi, ou en France. Est-ce qu'on a des projections sur le label rouge concernant ce décrochage que l'on observe? Est-ce qu'on voit si ça va se rééquilibrer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, le label rouge, un peu comme le bio, et puis c'est ce qu'on avait dit aussi, c'est pas vrai qu'en œuf, hein, les signes officiels de qualité ont été un peu bousculés par l'inflation, puisque c'est quand même les produits les plus onéreux. Et donc, le consommateur a eu tendance à s'en détourner pour prendre des produits moins onéreux. Là, on a l'impression, et c'est les chiffres qui traduisaient ça tout à l'heure, qu'on est arrivé peut-être à une espèce de palier, et donc on espère que ça puisse redécoller. Donc peut-être que ça sera le cas aussi pour les œufs label rouge. Et après, juste en termes de part de marché, les œufs label rouge, c'est quand même dans les différents segments qu'on a vus. Il y a le plein air, il y a le bio qui sont quand même plus importants dans les deux segments les plus proches, on va dire, du Oui, il est label rouge. coincé. Et donc, du coup, il y a toujours cette difficulté pour le label rouge de se positionner entre le plein air d'un côté, quand même moins onéreux, et la bio de l'autre, qui est très importante, hein, l'œuf coquille avec le produit, le lait UHT, c'est les deux produits majeurs de la bio, hein, sur les produits animaux. Donc voilà, il est un peu coincé, et donc quand on regardait tout à l'heure, je pourrais remettre, mais le label rouge, on voit que sa dynamique par rapport aux autres codes alternatifs, elle est quand même très stagnante par rapport même à la bio, hein, qui était passée de 7% à 14% avant la crise économique et les difficultés pour la bio. On a une autre question de Céline Rousseau. Pourquoi les prix se maintiennent-ils à un certain niveau en France pour le consommateur, pas de pic comme aux USA, alors que l'on fait face à un manque d'œufs sur le marché? Ça, en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais notamment, ça peut dépendre de la façon dont c'est contractualisé et dont les distributeurs, notamment, sécurisent leurs approvisionnements avec les centres de conditionnement. Et donc, il y a des répercussions automatiques. On est bien, comment dire, bien en connaissance du sujet, notamment à l'Italie avec les indices, hein, qui fait que notamment tout ce qui est indexé sur l'indice Itavi, là, l'indice Itavi étant en baisse, normalement, le prix est censé suivre. Donc, il y a normalement une répercussion à la baisse du prix. Bon, il n'y a pas que les indices Itavi, il y a la TNO, il y a d'autres indicateurs qui sont utilisés. Mais donc, comme certains sont en baisse, ça, c'est censé suivre à la baisse. Et aux États-Unis, il y avait vraiment eu, on le reverra tout à l'heure, mais une sous-production. Nous, en fait, on a été peu touché par l'IHP là sur les dernières années, enfin sur les 2 dernières années par rapport à 2022-2023, on avait quand même connu une grande crise. Et là tout de suite, il y avait une offre qui était très limitée, donc là il y a eu des conséquences. Là, la France est plutôt, d'ailleurs, elle est repassée en statut à risque négligeable, pardon, sur l'IHP. Et donc voilà, donc là, on va dire les voyants sont plutôt ouverts sur la production, donc la production essaye de suivre, même si elle a un peu de difficulté, mais il n'y a pas eu en tout cas de gros trous comme ce qu'il y a pu y avoir dans d'autres pays, et notamment les États-Unis. Les États-Unis, on le verra tout à l'heure, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu un abattage massif du cheptel américain qui se sont retrouvés en forte pénurie d'œufs et sur un pas de temps relativement court, quoi.
Rubin souhaite savoir à quoi correspond la part de marché croissante des œufs, notée sans précision. Alors ça, c'est une bonne question. En fait, quand on utilise des données Kantar, alors on le met pas systématiquement. Généralement, nous, on reventile cette partie-là. Là, on l'a laissée sur le graphe, mais en fait, dans les données en fait des panélistes, hein, il y a toute une partie des œufs dont Kantar n'est pas en capacité de donner le code. Et donc là, c'est juste parce qu'on l'a repris d'habitude. Généralement, nous, on les écarte pour garder que comme c'est en pourcentage, les parts des codes qu'on connaît. Donc c'est vraiment juste une donnée, on va dire, d'un manque d'information du panéliste. C'est une donnée sans précision. C'est une donnée sans précision, qui est quand même pas négligeable hein, dans les données Kantar. Et oui. C'est un peu la limite hein, des données panélistes, notamment Kantar, puisque c'est sur du déclaratif. Et donc, il peut y avoir des trous dans la raquette, et c'est toute la limite de ces données. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on passe à la session suivante. Alors, sur le marché français des œufs aux produits, donc la première chose qu'on voulait vous présenter, c'est le graphe des mises en place des poulettes d'un jour, qui donne un peu une idée de comment se situe la production, et notamment qu'est-ce qu'il y aura demain comme poulette prête à pondre pour rentrer en production. Et donc là, vous avez le cumul mobile sur 13 mois des mises en place de poulettes d'un jour, et vous pouvez voir sur les histogrammes les évolutions qu'il y a pu y avoir entre janvier 2022 et aujourd'hui. Alors, on a des différents effets qu'on peut voir, donc notamment là, quand vous voyez en 2023, etc., des histogrammes très élevés, on a eu tendance à mettre en place plus de poulettes en anticipant les effets des abattages, notamment pour l'IHP, la salmonelle. Je vois que le terme salmonelle a sauté sur la slide aussi. Donc ça, il peut avoir des effets un peu anticipés. Donc du coup, on a tendance à mettre plus en place des poulettes d'un jour parce qu'on sait qu'il va y avoir des abattages plus massifs. Et par contre, de l'autre côté, on va dire dans les tendances plutôt, on a tendance à moins mettre en place, c'est qu'il y a un effet structurel de l'allongement des lots dans la durée. Et donc, plus on allonge les lots, forcément, moins on a besoin de poulettes pour remplacer les pondeuses en production. Donc, il peut y avoir ces deux effets qui viennent se contrecarrer. Donc là, dernièrement, où on a eu moins, enfin, notamment l'IHP était beaucoup moins impactant, on a plutôt surtout l'effet d'allongement qui se traduit dans ces courbes. Si on regarde en mars 2025, sur le cumul des 13 derniers mois, on a 51,1 millions de poules, donc c'est une évolution de presque moins 1% par rapport aux 13 mêmes mois d'avant. Du coup, dans les prévisions, c'est une baisse durable de la demande d'environ 4% 2025 par rapport à 2020, du fait de cet allongement de la durée des lots. Alors, ça peut être une opportunité pour répondre au développement de nouveaux bâtiments, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a la transition vers la fin de la cage qui fait qu'il va y avoir un besoin de nouveaux bâtiments. Et en plus, on le citera aussi, mais pour suivre la hausse de la consommation, il faut aussi des nouveaux bâtiments, et l'interprofession a toute une politique pour essayer de développer 300 bâtiments là d'ici 2030. Donc, ça peut être une opportunité de pouvoir remplir de nouveaux poulaillers. Et puis, ça peut être aussi une opportunité d'exporter, pourquoi pas, sachant que toute la particularité maintenant, c'est aussi que nous sommes une filière avec de l'ovosexage. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'autres marchés qui utilisent l'ovosexage, mais qui sait, demain, ça sera peut-être un atout pour les couvoirs. Sur les réformes, qui est une autre façon aussi de suivre un peu les évolutions de la production, on a regardé les arrivées, et là on regarde plutôt les sorties des poules. Et elles sont en progression en 2024. C'est le graphe je ne sais pas si vous voyez bien, en turquoise sur le graphe de gauche. Et 2025, c'est les premiers traits en noir là, sur la gauche du graphique. Et donc, on a plutôt des réformes qui ont été en progression en 2024. Donc, sur les 12 mois 2024 à 2023, c'est quand même plus 21%, ou 4,4 millions de poules qui ont été réformées par rapport à l'année précédente. Après, il faut prendre un petit peu de recul ou un petit peu de distance par rapport à ces chiffres des abattages français des poules de réforme, puisqu'on sait qu'il y a une grande partie de nos poules de réforme, à peu près 40%, des poules de réforme qui sont abattues dans des pays à l'étranger. Et donc, ça ne veut pas forcément, il ne faut pas traduire directement que ça peut être une hausse des réformes en général, puisqu'il peut y avoir un taux variable qui est exporté hors de nos frontières. Et donc, sur la production en tant que telle, la production mensuelle sur la France, donc vous avez donc en rouge l'année 2024 et en pointillé l'année 2025. On l'avait déjà dit dans les précédents Webeco, mais on a quand même toujours eu du mal un peu à sortir des conséquences
de la crise de 2022 suite à l'abattage massif de poules pondeuses, notamment dans les Côtes d'Armor, là, qui a eu un impact sur la production. Et on n'a toujours pas complètement résorbé cette crise de 2022, notamment parce qu'il y a eu, alors on l'a mis semestre 2, mais en fait presque sur toute l'année 2024, bon, quelques cas toujours d'IHP, pas mal de cas de salmonelle aussi, donc potentiellement aussi des lots, alors pas forcément abattus tout de suite, mais en tout cas qui sortent plus vite que ce qu'ils auraient pu durer. Et puis tous les bâtiments en travaux, et notamment cet impact, là on disait tout à l'heure, de la transition, fait qu'il y a aussi pas mal d'élevages qui sont en modification et qui peuvent expliquer cette difficulté à retrouver une production aussi dynamique qu'on le souhaiterait. Sur les exports et les imports, donc globalement, sur les exports, là on est en 9 coquilles, et puis on verra juste après les ovoproduits, on est à moins 10% en 2024 par rapport à 2023. Et les imports, on est à plus 20% par rapport à 2023. Alors après, selon les pays, on peut avoir un peu des différences importantes. L'Espagne, c'est toujours le premier pays depuis lequel on va importer des œufs en France. La Pologne, maintenant, est le deuxième acteur. Puis après, il y a d'autres pays, Pays-Bas, Allemagne ou autres, où on peut aussi importer. Et puis sur les exportations de coquilles, ça va être plutôt vers nos voisins, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Attention à l'échelle, hein, ce n'est pas du tout les mêmes volumes entre l'échelle de gauche et l'échelle de droite. Sur les ovoproduits maintenant, on est plutôt dans des pourcentages aussi en hausse. Donc en fait, on va dire du fait qu'on ait retrouvé une capacité de production, parce que je vous l'ai dit, hein, l'ovoproduit, c'est plutôt des marchés où on est un peu plus sur de l'échange, sur de l'export et de l'import. Donc ça a permis cette production retrouvée pour nos acteurs de vos produits de pouvoir réexporter des produits. Donc on le voit avec plus 26% sur l'année 2024 par rapport à la même année 2023. Donc que ce soit dans pas mal de pays européens et aussi également quand même sur les pays tiers où il y a une exportation non négligeable, hein, sur la partie ovoproduits. Voilà. Hop. Donc on en parlait, enfin ça avait été posé dans la question du chat, donc les cotations TNO, donc on les regarde toujours, et je crois que merci à Virginie d'avoir répondu dans le chat, j'ai vu qu'elle avait répondu, donc c'est en janvier 2026 que devraient sortir les cotations TNO Sol. Donc là on est bien toujours sur la partie cage actuellement, à l'heure actuelle. Et donc la TNO, donc, quand on regarde les évolutions, donc à gauche c'est la TNO calibrée, à droite la TNO industrie. On avait connu une année quand même 2024 et 2023, où on était quand même à des niveaux assez records, hein, sur les cotations. Et le début 2025, ça semble un peu quand même de même augure. Alors plus sur la TNO calibrée, on voit que la TNO industrie a un peu plus baissé. Mais on est quand même sur des niveaux quand même assez élevés, qui explique cette tension, en fait, hein, bien sûr, sur le marché des œufs, puisqu'on voit que la production a quand même un peu du mal à suivre la consommation. Donc forcément, ça fait une certaine tension sur l'ensemble du marché des œufs. On est reparti sur une nouvelle session de questions. Pour l'instant, on n'en a pas. Bah alors, on compte sur vos questions. Moi, j'en ai une qui concerne la baisse des mises en place de poulettes. Est-ce que ça risque à terme, si cette tendance se poursuit, de faire hausser les prix ou pas, ou au contraire, c'est perçu comme une économie, parce que finalement, il y a besoin de moins de bâtiments? Ouais, en fait, là, c'est vraiment l'effet structurel de l'allongement de la durée des lots. Donc ça, on va dire que ça n'a pas forcément de conséquences sur la production, parce que c'est juste qu'on fait durer le lot plus longtemps, et donc globalement, on a besoin de moins de poulettes, juste parce que les poules en production, elles vont durer plus longtemps. Donc il y a moins besoin de renouveler les lots. Donc ça, à la rigueur, ça n'a pas forcément de conséquences. Et puis après, c'est vrai qu'en plus, maintenant, comme il y a l'ovosexage, ça peut-être renforce l'effet parce que c'est quand même un surcoût. Alors après, on verra tout à l'heure, ça dépend de qui paye le surcoût, mais globalement, en tout cas pour la filière, c'est quand même un surcoût. Et donc le fait d'avoir besoin de moins de poulettes, qui sont potentiellement toutes plus chères parce qu'elles sont ovosexées, renforce l'effet de la nécessité d'allonger. Enfin, c'est un point supplémentaire pour allonger les lots. Donc globalement, ça, il n'y a pas trop de questions. Et puis, à l'inverse, le fait que maintenant on fait de l'ovosexage fait qu'on est de toute façon dépendant des couvards qui sont en capacité de faire de l'ovosexage. Donc, ça s'entretient pour le fait qu'il n'y ait pas de poulettes qui pourraient venir d'ailleurs tant qu'on reste sur l'ovosexage, et que pour l'instant, nos pays voisins européens ne sont pas forcément partis sur le même principe. Concernant l'ovosexage, justement, est-ce qu'on voit un frémissement vers les œufs blancs
qui ne seraient pas concernés par l'ovosexage. Est-ce que certains se disent: «Bah, tiens, c'est peut-être une bonne idée de basculer dessus»? Sur l'ovosexage, je vous propose qu'on en reparle tout à l'heure, parce qu'on Oui, a pardon. c'est clairement toute Ah, on est trop pressés de savoir. mais oui, oui, effectivement, ça peut être une tendance. Là, il faudrait qu'on ait des chiffres vraiment pour l'évaluer, parce que c'est quelque chose qu'on entend effectivement. Après, il faudrait regarder dans la durée, effectivement, si on peut valider ça par des chiffres qu'on n'a pas là dans la présentation. Même après, je n'ai pas mis ce type de chiffres. Il faudrait regarder sur un pas de temps long si le ratio entre poules brunes et poules blanches a tendance à bouger significativement depuis la mise en place de l'ovosexage pour l'instant. Je ne sais pas si on a des chiffres qui permettent de corroborer ça, même si on entend souvent ce type de discours. Entre-temps, on a des questions qui sont arrivées. Virginie Pinson nous demande: «Y a-t-il des perspectives pour limiter les problèmes de salmonelle? Moins de tests, où en est l'ANSES?» Alors là, peut-être qu'Aymeric sera plus à même de répondre que moi, lui qui est expert sur cette filière, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de questions là sur les vaccins vivants, etc. Je ne sais pas si Aymeric, tu peux donner des compléments par rapport à cette question précise. Mais effectivement, il y a eu des présentations encore dernièrement par rapport à d'autres pays européens qui ont des politiques différentes par rapport à la salmonelle que ce que fait la France. Alors, il y a des règles européennes, mais après, il y a des façons d'appliquer qui peuvent un peu différer entre pays. Et donc, Moi, je voilà. sais qu'en tout cas, la proposition du CNPO de faire financer une partie par l'État a été refusée. A priori, ce sera sans suite. Donc, c'est vrai que ce financement de la vaccination qui aurait pu être une piste, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'actualité. Ouais. Et or, dans d'autres pays, on a déjà vu des présentations il n'y a pas très longtemps, là, ils ont des taux de prévalence extrêmement faibles, beaucoup plus faibles qu'en France, avec des politiques quand même plus drastiques, notamment sur l'abattage des lots, de façon un peu plus systématique, quoi. Mais là, je ne suis pas du tout expert sanitaire, donc je ne sais pas si d'autres peuvent, peuvent répondre. Mais en tout cas, c'est quand même une problématique pour la filière, quoi. Là, on va dire on était moins concerné par l'IHP, mais la problématique salmonelle reste quand même importante. Mmh. Mélissa Rousseau nous demande: «Quelle est la raison de la durée d'allongement des lots de poulettes?» Alors, c'est la durée des lots de pondeuse, hein, c'est sur une fois qu'elles sont en stade pondeuse où les lots sont allongés. Et en fait, pourquoi on allonge les lots en pondeuse? C'est aussi parce qu'on techniquement, on est capable de le faire. On est capable de faire mieux vieillir les poules pondeuses que ce qu'on était capable de le faire précédemment. Et là, c'est surtout des progrès aussi génétiques. Enfin, il y a l'alimentation qui peut contribuer, mais c'est surtout une génétique qui permet quand même d'avoir des poules qui vieillissent mieux. Et donc, on peut garder plus longtemps. Et puis, comme c'est quand même un investissement à chaque fois de racheter des poulettes, on va dire, on amortit le coût de la poulette sur une période de production plus longue. Donc, c'est plutôt, d'un point de vue économique, assez rationnel de faire durer les animaux le plus longtemps possible. Après, il faut que pour faire durer des animaux le plus longtemps possible, il faut justement qu'il n'y ait pas de problématiques de salmonelle, de toutes les problématiques sanitaires. Ouais, il faut quand même avoir une gestion la plus optimisée possible pour permettre aux animaux de garder plus longtemps les animaux, quoi. Et Et puis après, il y a cette aussi une différence entre souche blanche et souche brune, où les durées de l'eau ne sont pas du tout les mêmes, avec des durées beaucoup plus longues en blanche qu'en brune. Est-ce qu'on ne se retrouve pas avec une qualité d'œuf moindre quand même, avec des pondeuses plus âgées, des œufs plus gros, plus Ouais, alors difformes? il peut y avoir des alors là, effectivement, il peut y avoir des fois et puis même d'ailleurs des opérateurs qui préfèrent travailler avec des œufs plutôt de cœur de ponte, début de ponte, fin de ponte, et cetera. Pareil, je suis pas spécialiste du sujet, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des choses qu'on entend. Mais là, pareil, en fait, avec des poules qui sont qui ont une persistance de ponte qui est meilleure, des œufs qui sont plus homogènes dans la durée, et cetera. Donc ça, on arrive à avoir des effets, plus harmonisés, plus homogénéisés que ce qui existait par le passé, quoi. Donc ça aussi, ça a un impact du fait qu'on arrive à avoir des qualités d'œufs plus dans la durée, quoi. Après, pareil, je suis pas spécialiste, il y a peut-être d'autres qui peuvent compléter plus précisément cette question. Il y a des formations d'ailleurs sur la qualité des œufs proposées par l'Italie, par mes collègues, si ça intéresse certaines personnes. Et que j'ai faite et qui est passionnante d'ailleurs, que je vous recommande. On a une autre question. Est-ce que la baisse de mise en place des poulettes peut avoir un impact sur les éleveurs? Utilisation des bâtiments pour d'autres productions, par exemple? Bah là, donc je disais, c'est pas les poulettes, hein, c'est bien les pondeuses où il y a l'allongement des durées de l'eau. Oui. Et en fait, comme en gros, les bâtiments pondeuses, c'est des bâtiments spécifiques pondeuses qui ne font que de la pondeuse. Bah, c'est juste qu'au lieu de faire durer un lot sur tant de semaines, on fait durer quelques semaines de plus et on va reprendre des poulettes plus tard. Mais comme les bâtiments sont spécialisés sur de la pondeuse, ça n'a pas forcément d'impact. C'est pas des bâtiments où on ferait un autre type de production entre deux lots de pondeuse, donc ça n'a pas d'impact particulier, quoi.
Estelle demande: avez-vous observé les tendances de mise en place, allongement des lots selon les modes de production, label rouge, bio, plein air, sol, cage? Alors ça, pareil, je vous encourage à lire les publications d'Emeric sur ce qu'on appelle les performances techniques et coûts de production qui sortent chaque année, qui sont disponibles sur le site de l'Italie, où vous avez vraiment le détail des données technico-économiques par mode de production, et donc là, et par couleur, enfin entre les brunes et les blanches. Donc vous pouvez retrouver tout ce détail de type d'information dans ces publications qui sont sur le site de l'Italie. Donc PTCP, performance technique et coûts de production. Émeric qui est parmi nous peut peut-être mettre le lien. Tout à fait. Voilà, alors je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vois quelqu'un qui est en train d'écrire, mais c'est peut-être Émeric. Donc, si pas d'autres questions, eh bien, poursuivons. Donc maintenant, on était à la France, on va passer au niveau du marché européen des œufs et ovoproduits. Alors une première slide qu'on avait mis aussi en volaille de chair, puisque bien sûr la grippe aviaire touche toutes les filières avicoles. C'est un premier graphe pour montrer quand même la ventilation, enfin la répartition entre pays du nombre de volailles touchées par l'IHP. Donc sur l'année 2024, c'est l'histogramme noir, et jusqu'au 9 mars, on a fait un point à 9 mars, il y a des données disponibles plus récemment, mais pour la France, ça n'a pas bougé, 9 mars 2025. Et donc, vous voyez en fait que, notamment la Pologne, l'Italie aussi, la Hongrie, c'était plus en 2024, en 2025, ils ont eu moins de cas, mais il y a quelques pays, pas forcément très loin du nôtre d'ailleurs, pour l'Italie, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus touchés, alors que la France, elle a eu très peu de cas en 2024. Donc, ça veut dire que tous les foyers ont été contenus, et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, notamment sur l'efficacité de la vaccination, qui était quand même une première enfin, la façon dont la France a fait, c'était un peu une première dans l'Europe et dans le monde, en Europe et dans le monde. Et donc, du coup, la France a vraiment réussi à contenir les quelques foyers qui ont quand même eu lieu, alors que d'autres pays ont eu plus de difficultés, comme la Pologne. Depuis le 1er janvier 2025, il y a eu 133 foyers détectés en Europe pour 6,3 millions de volailles touchées, et donc 3 millions de poules pondeuses. Et d'ailleurs, en Pologne, en 2025, la moitié des cas, c'est des cas de poules pondeuses. Donc la filière pondeuse est particulièrement concernée sur ces cas d'IHP dans les autres pays européens qui sont touchés. Et au contraire, en France, depuis le 7 mai, donc la France est passée du statut de risque modéré à négligeable, donc c'est tout récent, le 7 mai. Mais donc vraiment, on ne va jamais crier victoire trop vite, parce qu'on a vu par le passé que ça pouvait rebasculer, mais là, on est plutôt, puis on arrive dans une période normalement où il y a moins de cas aussi, donc c'est plutôt très encourageant sur les effets de la vaccination et de la biosécurité, toutes les mesures qui ont été mises en place pour juguler la grippe aviaire. Au niveau européen, juste pour repositionner un peu les différents pays, un petit rappel, donc la France est le premier pays producteur au niveau européen, ce qui avait été le cas ces dernières années, avec une exception justement, l'année où on avait été touché par l'IHP. Et donc là, en fait, ce qu'il faut tout de suite dire, une fois qu'on a dit ça, on peut crier un peu cocorico, la suite, c'est quand même qu'il y a quand même des pays qui sont vraiment juste derrière. L'Espagne, l'Allemagne, ils sont à 14%, quand nous, on a 15,8% de la production totale européenne. L'Italie à 12%, les Pays-Bas à 8%, la Pologne juste derrière. Donc, si on prend même que les 4 premiers pays, Italie, Allemagne, Espagne et France, à eux 4, ils font déjà plus de la moitié de la production de l'Union européenne des 27. Quoi. Donc, c'est quand même quelques pays très majeurs dans la production européenne. Sur la production potentielle en Europe, donc là c'est pareil, c'est intéressant de regarder les mises en place de poulettes d'un jour. Donc là, sur 12 mois, on est plutôt en baisse de 1,9% sur la mise en place. Et donc l'impact, c'est notamment, donc à droite, c'est sur la production, estimée de 0,8% en baisse, notamment du fait de cette baisse de mise en place. Et si on regarde sur la prévision là, sur le début de l'année, on est aussi en baisse sur moins 2%. Sur l'aspect prix au niveau européen, donc là on a remis la TNO, mais en la comparant aussi à d'autres cotations, enfin que ce soit Weather-Ems qui est plutôt côté allemand et NOP qui est plutôt côté Pays-Bas. Donc on voit que du coup la TNO c'est un peu parallèle, un peu comme on voyait tout à l'heure sur les matières premières par rapport à d'autres cotations dans d'autres pays. Donc c'est pas une spécificité française cette évolution des prix qu'on a pu avoir. Et donc on voit quand même que le marché de l'Union européenne il est aussi sous tension. Avec cette augmentation des prix là depuis 10 ans qui a atteint un peu des records. Donc toujours avec ce problème d'équilibre entre offre et demande qui fait monter les prix. Maintenant, au niveau des échanges entre les importations et les exportations, et on l'avait dit en préalable, on va faire un petit focus quand même sur la question de l'Ukraine.
puisque l'origine Ukraine, donc là c'est sur les œufs coquilles et juste après ça sera sur les ovoproduits, mais l'origine Ukraine continue de croître de façon quand même exponentielle sur les importations européennes. Donc là, vous avez les 12 mois 2022, 23, 24, et l'Ukraine, donc c'est l'histogramme orange tout à gauche, et donc vous voyez la progression extrêmement rapide sur 3 années de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est devenu déjà le premier pays qui exporte des œufs vers l'Union européenne, mais de très très loin, puisque elle a été multipliée par 4 en 2 ans, et elle est 6 fois plus importante en 2024 que le second, quoi. Donc elle n'a même pas vraiment de challenger. Juste aussi pour mémoire, donc le deuxième, c'est quand même la Turquie, et donc on en parlait tout à l'heure, la Turquie qui est un des pays qui a pu exporter vers les États-Unis dernièrement. Donc vraiment une augmentation exponentielle. Et puis globalement, au-delà de l'augmentation ukrainienne, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les importations globales d'œufs coquilles de l'Union européenne ont augmenté de 59%, donc presque 60%, rien qu'entre 2024 et 2023. Donc on apporte quand même de plus en plus de coquilles. Et sur les ovoproduits, on a aussi une évolution marquée des importations ukrainiennes, mais moins fortement que sur les ovoproduits. Et puis là, notamment, il y a un effet un peu différent, c'est qu'il y a un deuxième challenger qui est le Royaume-Uni, qui arrive juste derrière l'Ukraine, et qui le talonne, puisque ils sont quand même vraiment au coude à coude sur l'année 2024. Alors sur l'Ukraine, donc on voit notamment entre œufs, coquilles et ovoproduits que c'est le premier pays duquel l'Union européenne fait ses importations, alors que normalement, pour rappel, il y avait donc exemption de droits de douane pour plusieurs années qui ont été remises en place chaque année, mais il y avait eu un seuil qui avait été mis en place, un seuil à partir duquel on a réenclenché les droits de douane. Le seuil de 23 189 tonnes, il a été atteint en UE en juin, donc réintroduction des droits de douane au montant antérieur. Les importations, elles ont augmenté encore de 45% depuis cette date. Pour l'année 2024 complète, ça veut dire qu'on a importé 247, quasiment 250% du seuil, ce qui montre que le frein ne fonctionne pas. Alors, pour rappel, c'est très peu d'importations françaises en direct depuis l'Ukraine. C'est d'autres pays européens qui importent depuis l'Ukraine. La France, c'est que 0,12% du volume européen. Mais après, forcément, c'est toujours ces effets ricochets, c'est-à-dire que s'il y a plus d'œufs qui arrivent au niveau européen, potentiellement, il peut y avoir des transits et des œufs qui arrivent sur des pays voisins. Donc vraiment, l'Ukraine, ce qu'il faut retenir, et là c'est une autre façon d'y illustrer, alors l'Ukraine était déjà un gros pays exportateur d'œufs bien avant la guerre en Ukraine. Ce qu'on peut voir là, puisque depuis, on voit l'évolution de 2013 à 2019-2020, on voit une évolution marquée des exportations ukrainiennes en œufs vers les autres parties du monde. L'Union européenne à 27, c'est la partie noire du graphe, et donc on voit au début que c'était assez minime, et que c'était plutôt le Proche et Moyen-Orient qui était la destination des produits ukrainiens. Et puis, depuis la guerre en Ukraine, et là où on a un effet très marqué en 2022, c'est la proportion de l'envoi des œufs vers l'Union européenne qui est devenue ultra dominante pour l'Ukraine, même si globalement, en fait, elle a perdu des capacités d'export par rapport à la période avant-guerre. Alors, petit rappel aussi, on l'avait déjà présenté dans les WebEco, donc là, on n'a pas remis tout le détail, mais je vous encourage à y retourner pour ceux qui n'avaient pas suivi. Il y avait déjà des difficultés, parce que c'est même avant le début de la guerre où on voit qu'il y a une petite dégringolade, là, parce que notamment un des deux gros groupes exportateurs d'œufs ukrainiens était en difficulté même avant le démarrage de la guerre. Donc il y avait des explications sur la baisse de production autres que le conflit avec la Russie. Mais depuis, en fait, ce conflit et la suspension des droits de douane et la remise en place de routes commerciales prioritairement avec l'Union européenne a expliqué ce décalage. Et donc en 2013, pour l'Ukraine, l'UE, c'était 20% de ses exportations et 80% de ses exportations étaient vers des pays tiers. Et en 2024, ce rapport a complètement switché puisqu'on est passé de 80% de destination vers l'Ukraine et 20% pour les pays tiers. Et alors, comme le but, c'est aussi de voir un petit peu sur 2025 comment ça va se passer. Donc là, c'est des données de Taxud sur les 11 premières semaines de chaque année. Donc c'est pour comparer les 11 premières semaines de 2025 aux 11 premières semaines de 2024 et ainsi de suite. Et on voit en fait, et c'est très très marqué sur ce graphe, que en 2025, en tout cas sur les 11 premières semaines sur lesquelles on a déjà les données,
et ça continue d'augmenter, on va dire, sans aucun frein, puisque l'ascension de la courbe est j'allais dire quasiment verticale, peut-être pas, mais en tout cas très, très inclinée. On ne voit pas de déclinaison de la pente. Tout à l'heure, je vous disais, donc Aymeric a préparé un peu ces diapos là sur les entreprises turques, parce qu'on regarde beaucoup les entreprises ukrainiennes avec justement tout ce qu'on vient de dire juste avant. Mais la Turquie, il y a des choses aussi à regarder de ce côté-là, parce que c'est un pays qui se positionne quand même sur des marchés à l'export. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure sur les États-Unis. Et donc là, c'est deux entreprises dont je vous épargnerai la prononciation des deux noms. Qui pèse 1 milliard d'euros pour celle de gauche et 2,2 milliards pour celle de droite en termes de produits par an, donc 3 millions de pondeuses à gauche et 6 millions de pondeuses à droite. Et c'est des entreprises totalement intégrées, hein, donc qui ont un peu tous les maillons, fabricants d'aliments, le couvoir, ils sont aussi sur d'autres secteurs avicoles. Et donc, c'est des entreprises qui sont clairement destinées sur des marchés à l'export. Et Aymeric l'avait mis dans le chat tout à l'heure, j'en ai pas reparlé, mais c'est une donnée importante à repréciser, c'est que pour pouvoir exporter vers le marché états-unien, il faut quand même avoir montrer un certain nombre de garanties. Et donc, c'est pas donné forcément à tous les pays ou à toutes les entreprises de tous les pays. Et donc, un pays qui arrive à exporter vers les États-Unis, c'est qu'il a pu montrer un certain nombre de garanties, ce qui a été le cas pour des entreprises turques. Alors, aux États-Unis, on y revient, parce qu'on l'a cité tout à l'heure. On a beaucoup entendu parler des prix des œufs aux États-Unis, qui a eu un peu d'ailleurs un effet, ça a un peu diffusé sur l'ensemble des autres pays du monde, hein, sur le montant très élevé des œufs aux États-Unis, alors que c'est un très bon consommateur d'œufs. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? C'est qu'il y a eu beaucoup de cas quand même d'IHP. Il y a eu 35 millions de poules pondeuses abattues, donc c'est énorme, hein. C'est plus de la moitié du cheptel français, quoi, sur 308 millions au total. Bon, c'est bien sûr un beaucoup plus gros pays, mais il n'empêche que ça fait quand même 11% de poules en moins sur le pays. Et là, vous le voyez sur la carte, donc c'est très localisé en fait dans quelques États américains, principalement les plus gros producteurs de poules pondeuses, notamment l'Ohio et l'Indiana, qui sont les deux là, 22 et 44%, et qui sont les deuxième et troisième États producteurs d'œufs au niveau des États-Unis. Et d'ailleurs, la zone de production des œufs aux États-Unis, c'est là un peu autour de cette région des Grands Lacs où il y a le plus de production d'œufs. Donc c'est vraiment des conséquences un peu dramatiques sur leur capacité de production, et d'où le déséquilibre entre l'offre et la demande. Et donc là, c'est des données USDA, donc des départements américains de l'agriculture, qui montrent l'évolution des prix des œufs vendus à la douzaine aux États-Unis. Et donc, vous avez l'année 2024 en bleu, donc qui a connu un pic, surtout sur la fin d'année. Le début 2025, où ça a pu vraiment exploser là, sur les mois de février-mars, où on a atteint près de... Donc, si on reconvertit des dollars en euros, en sachant qu'on est presque à la parité actuellement, ce n'était pas forcément le cas dans les mois les plus élevés, ça fait à peu près de 8 euros la boîte de 12 œufs, soit environ 60 centimes l'œuf. Et là, c'est tout confondu, enfin tous les modes de production confondus. Pour vous remettre un peu en comparaison, en France, en fin 2024, on était entre 18 centimes l'œuf cage et 40 centimes l'œuf bio. Et donc là, eux, ils étaient à 60 centimes. Donc c'est quand même... ils ont connu une explosion qui n'est pas du tout comparable à l'augmentation des prix que nous, on a pu connaître. Par contre, on voit qu'il y a eu quand même une forte baisse. Alors, ça reste quand même extrêmement élevé hein, par rapport aux données moyennes, mais on a quand même connu une forte baisse en avril, et ils ont importé pas mal d'œufs pour essayer justement de faire baisser ces prix, quoi. Alors, je continue, et puis on pourra faire une dernière séquence de questions après. Donc là, c'est pour faire un peu des sujets d'ouverture sur on va dire, qui sortent peut-être même d'ailleurs un peu de juste une présentation économie, mais qui sont quand même très importants pour comprendre le contexte de la filière française. Donc le premier point, c'est le point sur l'ovosexage. Alors que j'ai mis l'ultime accord, mais parce que c'est comme ça qu'il est formulé. C'est pas mon vocabulaire, c'est celui de l'accord en tant que tel. Donc, pour rappel, hein, donc la France avait tout un modèle particulier pour le financement de l'ovosexage, pour financer en fait les machines d'ovosexage dans les couvoirs, avec une collecte qui était faite auprès des distributeurs. Et cet accord avait une certaine durée de vie, il a dû être renouvelé plusieurs fois. Et là,
le dernier accord devait être trouvé avant le 1er mars, et donc il a été trouvé le 26 février, donc vraiment à quelques jours de la date butoir de la fin de l'accord précédent, et donc il a été établi pour une durée de 18 mois, et ça sera le dernier accord. Il n'y aura plus d'accord ensuite, il y aura une autre façon de fonctionner, mais en tout cas, il n'y aura plus d'accord de ce type. Et donc, qu'est-ce qui se passe à partir du 1er mars? Bon, déjà, la collecte auprès des distributeurs. Donc, les distributeurs, ils avaient 59, enfin, ils devaient renvoyer 59 centimes les 100 œufs alors, aux conditionneurs qui leur avaient fourni les œufs. Et donc, ça passe à 39 centimes dans un premier temps jusqu'au 1er septembre. Et à partir du 1er septembre jusqu'à la fin de l'accord, ça passera à 31 centimes. La grande particularité, au-delà de ce montant de collecte qui baisse, c'est l'élargissement à tous les œufs sortis centres de conditionnement. Et donc notamment l'intégration du secteur de la RHD des grossistes, qui était pour l'instant hors du champ de collecte. Il n'y avait vraiment que la grande distribution qui était concernée. Donc là, c'est élargi à tous les œufs coquilles de catégorie A, quelle que soit leur destination. Et donc il y avait un arrêté qui était fortement attendu d'extension de l'accord, et qui est paru au journal officiel le 7 mai et qui est rétroactif à partir de la date du 1er mars. Donc maintenant, il y a l'arrêté qui entérine cette décision d'élargissement de tous les œufs sortis centres. Et donc ça, c'était déjà le cas, et donc ça n'a pas bougé. Les fabricants de vos produits restent toujours hors du cadre, et ça a été un peu dit tout à l'heure, mais principalement, effectivement, là, on est plutôt sur des souches blanches pour les fabricants de vos produits. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir, la grande particularité, c'est que c'est le dernier accord qui a une durée de 18 mois à partir du 1er mars, et que c'est tous les œufs coquilles de catégorie A, donc issus centre de conditionnement, qui rentrent désormais dans l'assiette de cotisation. Et donc, je l'ai mis sur le petit picto à droite, pour l'instant, l'éleveur est toujours préservé, enfin en tout cas, c'est pas à l'éleveur de payer le surcoût pour l'instant de l'ovosexage, mais donc dans 18 mois, il y a tout un nouveau modèle à trouver. Sur les autres pays européens, où on en est, parce que vous le savez, hein, on en parle souvent, il y a l'Allemagne qui avait mis en place l'ovosexage 1 an avant la France, le 1er janvier 2022, la France le 1er janvier 2023. Il y a d'autres pays dans lesquels ça devrait se faire. Donc il y a les Pays-Bas, là où ils sont engagés à partir de 2026, l'Italie à partir de 2027. Et puis après, il y a d'autres pays qui ont interdit, qui n'ont pas rendu obligatoire forcément l'ovosexage, mais en tout cas qui ont interdit le broyage des poussins. Donc ça peut être aussi soit les poussins peuvent être euthanasiés par le gaz ou autre, donc c'est pas forcément de l'ovosexage qui est mis en place, mais en tout cas ils sont, on va dire, dans cette dynamique-là, donc la Belgique, la Suisse. L'Espagne, ils en avaient parlé, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de date, c'est à l'étude, mais il n'y a pas de date qui sont sorties, à ma connaissance en tout cas, sur une bascule vers l'ovosexage. Et puis la grande difficulté, dans une Union européenne où normalement on est censé être un peu dans un marché commun avec des règles communes, c'est que du coup il n'y a pas du tout d'uniformité entre pays et des modèles économiques. Donc la France a fait un certain système, ce n'est pas fait forcément par les autres. Donc la question va savoir de qui paye le surcoût et est-ce qu'on arrivera à avoir quelque chose d'un peu plus homogène au niveau européen. Donc ça, c'est la première grande question, donc c'était sur l'ovosexage. La deuxième grande question qui concerne la filière œuf, c'est la fin de la cage. Donc pour rappel ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde avait suivi ça, mais donc il y a eu une initiative citoyenne européenne qui s'appelle End the Cage Age. Donc 170 ONG à travers l'Europe ont récolté un certain nombre de signatures, donc 1,4 million. Et il fallait au moins 1 million pour pouvoir faire valider l'initiative. Et donc, comme elle a été jugée recevable, cette initiative, la Commission européenne doit, dans ces cas-là, proposer une législation qui interdit l'utilisation des cages pour les différentes espèces qui étaient soumises dans l'initiative, dont les poules pondeuses. Donc la Commission a jugé, donc je le disais, la requête de cette ICE, elle a respecté les différents critères qui fait qu'elle était recevable, et donc doit normalement proposer quelque chose. Les propositions étaient attendues pour fin de 2023, pour une potentielle entrée en vigueur de la législation en 2027, et en fait, il y a toujours à date rien qui a été proposé. D'ailleurs, les ONG ont attaqué en justice la Commission européenne parce qu'elle n'avait pas fait ce qu'elle était censée faire, donc faire des propositions. Là, maintenant qu'il y a une nouvelle commission qui est en place, des nouveaux commissaires européens qui ont été élus, les propositions on devrait revenir sur ce sujet-là. Donc, il y a sûrement des choses qui vont bouger dans les mois à venir sur ces thématiques-là, et notamment des consultations, etc. Et donc, l'Italie avait fait, donc Émeric, en l'occurrence, a fait un travail pour le CNPO, pour regarder en France, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les éleveurs qui sont encore en cage actuellement, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire d'ici 2030 par rapport à leur élevage cage.
Donc il y a donc les 14 millions à date de poules pondeuses. Et ensuite, on regarde, est-ce que, donc en turquoise, ils vont basculer en code 2. Donc c'est à peu près, à 2030, ce sera à peu près 7 millions d'emplacements qui basculeraient du coup de la cage en code 2. Donc ça fait la moitié des 14 millions de départ. Il y a une partie qui sont tout simplement arrêtés, c'est-à-dire que les éleveurs, ils arrivent en fin de carrière, par exemple, ils les arrêtent et puis l'élevage n'est pas repris derrière. Il y a une partie des emplacements qui est cédée, donc c'était 1 million à peu près pour chacun de ces deux hypothèses. Et puis enfin, il y a, et c'est pas négligeable quand même, toute une partie, entre 3,5 et 4 millions d'emplacements, qui seraient maintenus encore en code 3 en 2030, et donc potentiellement les années qui suivent. Donc ça, bien sûr, c'est sans savoir si la réglementation européenne va venir peut-être bouleverser un peu, changer la donne. Et donc, si on regarde sur le bilan global, sur les emplacements totaux, ça serait entre 2,5 et 3 millions d'emplacements qui seraient perdus d'ici à 2030 avec cette bascule de la fin de la cage. C'est-à-dire qu'on ne garde pas tous les emplacements prévus. D'où la nécessité quand même de réfléchir tout de suite à des nouveaux poulaillers pour compenser cette baisse de disparition des poules des systèmes cages. Et donc en conclusion, l'œuf a toujours le vent en poupe en termes de consommation, très dynamique. La production qui essaye de suivre, mais on voit que c'est un petit peu difficile de suivre ce rythme dynamique. Et certains pays qui sont en déficit, on pense notamment, bon là avec des cas IHP, notamment les États-Unis, qui peuvent profiter à certains pays exportateurs comme l'Ukraine ou la Turquie. Sur la grippe aviaire, justement, c'est une année plutôt calme au niveau français, donc on croise les doigts, mais il y a d'autres pays qui sont touchés, donc il y a des effets dominos aussi de ces pays touchés, la Pologne, les États-Unis. Sur l'Ukraine, on voit que le frein d'urgence n'a pas fonctionné. D'ailleurs, pour rappel, l'accord, là, il est jusqu'au mois de juin, donc c'est en train de se décider là sur qu'est-ce qui va être pérennisé ensuite. Donc pour l'instant, en tout cas, le frein sur l'œuf n'a pas fonctionné. Et là, c'est une différence notable avec la volaille de chair qu'on avait présentée mardi, où on a plutôt eu des importations en baisse de 2024 par rapport à 2023. Toute la question de la transition vers la fin de la cage qui se poursuit, mais là, on va attendre vraiment de voir quelles seront les propositions de la Commission européenne et sur quoi elle va se baser d'ailleurs pour faire aussi ses propositions. Sur le veau-sexage, retenir que c'est l'ultime accord pour 18 mois, et donc la suite est déjà à construire. Une fois que ces 18 mois seront écoulés, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Et puis, un petit rappel aussi de cet objectif interprofessionnel des 300 bâtiments à rajouter sur le territoire d'ici 2030, de voir si il y aura la possibilité, la capacité d'avoir ces nouveaux bâtiments pour essayer toujours de rester à un taux d'auto-approvisionnement à l'équilibre et qu'on arrive à produire ce que l'on consomme en France sur cette filière qui, pour l'instant, est à peu près à l'équilibre. Et voilà, dernière salve de questions. Dernière salve de questions concernant les œufs. Ensuite, on basculera sur les lapins. On a déjà plusieurs questions. Anne-Cécile Mottet nous demande si les imports en Europe augmentent significativement. Est-ce que c'est lié à l'augmentation de la consommation ou alors à une baisse de la production? Émeric Lelay a apporté un début de réponse, mais je pense que tu auras envie de commenter. Lui, il parle de la consommation en hausse finalement en période d'inflation et il dit que l'allongement de la durée de l'eau n'est pas responsable du manque de oui, je rejoins complètement Émeric. En fait, on a vraiment une consommation très dynamique sur l'œuf. On l'a dit, c'est vraiment on va dire de la chance dans nos filières volailles, puisqu'on a les deux produits qui ont le vent en poupe, qui sont le poulet d'un côté et l'œuf de l'autre. Et donc, en fait, vraiment, le consommateur se tourne vers ces produits-là. Et en plus, comme il a vraiment un prix très attractif, fait que l'œuf, il a vraiment... et puis, pour l'instant, il n'y a plus trop de sujets de détracteurs sur sa consommation, alors que je disais, il y a eu toute une époque, peut-être que les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais où il était très attaqué sur les aspects cholestérol, etc. Il était plutôt il avait un peu plus mauvaise presse, et ça a complètement changé depuis qu'on sait que finalement c'est pas le cas de ce qu'on pensait là sur l'impact sur le cholestérol. Et depuis, c'est vrai que tous les voyants sont verts. Donc c'est vrai que, et puis notamment tous les régimes végétariens qui peuvent utiliser aussi de l'œuf, c'est-à-dire que vraiment tous les régimes quasiment sont compatibles avec la consommation de l'œuf, qu'on mange en plus en salé, en sucré. Donc ils jouent toute cette carte-là. Et donc effectivement, la production a un petit peu du mal à suivre cette consommation très dynamique. Et puis en plus, comme c'est pas spécifique à un pays, mais que c'est un peu global, tout le monde en consommant un peu plus partout, c'est difficile de suivre.
Estelle demande quels sont les accords ovo-sexage dans les autres pays qui l'ont adopté et par rapport à la France, durée, financement. Est-ce qu'on a des détails là-dessus? Alors, je sais pas les détails, mais en tout cas, il y a que la France qui a fait un système comme ce qu'on vient de voir. Préserve Donc, l'éleveur. Hein. voilà. En fait, dans les autres pays, mais ça sera à creuser, il faudrait quand même, je dis ça, mais on n'a pas fait d'études spécifiques, mais dans les autres pays, enfin, pour l'instant, de toute façon, il n'y a que l'Allemagne, mais même là, dans les échanges qu'on a, notamment avec les Pays-Bas, a priori, c'est juste que ça va augmenter le prix à l'achat et c'est tout, quoi. Donc c'est un peu différent. Le système français a vraiment essayé de trouver une façon de faire pour que le maillon éleveur ne soit pas impacté, quoi. Et c'est vraiment une spécificité, mais à ma connaissance, je vous dis vraiment il faudrait creuser quand même, aller revérifier ça. Mais pour l'Allemagne et puis pour les pays qui sont en train d'y réfléchir, ils ont pas l'air de vouloir partir sur ce type de fonctionnement. Anne-Sophie Le Gonidette interroge sur les méthodes d'élimination des mâles choisies par la Belgique et la Suisse. Ils font quoi? Pareil, il faudrait recreuser, mais je dis de tête, mais c'est au gaz en fait. Les pays généralement qui ont interdit le broyage, c'est juste que les poussins sont euthanasiés par méthode gazeuse. Très bien. Marine Failly demande, avec des éventuels sursauts des entreprises de modifier leur appro d'ici la fin de l'année en raison de leur engagement d'arrêter les œucages en 2025, pensez-vous que la disponibilité d'œufs alternatifs sera suffisante pour satisfaire leurs demandes? Bah, là, on a vu les chiffres, hein, donc on a vu qu'effectivement la transition, elle se poursuit et que la part de cash diminue. Mais quand on voit les chiffres en 2024, il est clair qu'on aura énormément de mal pour dire ça sera quasiment pas possible d'atteindre les objectifs de ce que les distributeurs et un certain nombre d'autres acteurs de la RHD Watt ont prévu de sortir de la cage. Donc après, pour l'instant, on n'a toujours pas eu de démenti d'aucune entreprise, donc je ne sais pas exactement si certaines se disent qu'elles vont quand même réussir à le faire ou pas, mais ça semble impossible qu'aujourd'hui tout le monde arrive à tenir les engagements auxquels il s'était fixé. On est quand même au mois de mai 2025, il reste 6 mois, et puis on l'a vu aussi dans l'enquête d'Emeric, hein, on voit que les élevages cages, il y a une transition qui est en train de se faire, mais il restera quand même encore énormément de cages d'ici la fin de l'année. Donc pour l'instant, ça semble quand même très très compliqué de pouvoir faire le switch comme il était prévu au départ. Donc c'est peut-être juste un décalage dans le temps, hein, mais en tout cas, l'échéance 2025 semble trop courte, quoi. Estelle demande des précisions sur le graphe précédent concernant les emplacements cédés au niveau des éleveurs. Ah bah, Emeric vient de répondre. Je ne sais pas si tu veux ajouter une précision. C'était quoi la question de savoir qu'est-ce que sont que sont les emplacements cédés? Oui, donc c'est changement de main d'un éleveur à un autre, alors que arrêter, c'est juste l'élevage s'arrête. Emeric complétera, ou il a peut-être déjà complété, mais c'est ça la nuance entre les deux, c'est ça. Très bien. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on en sait quelque chose des conditions d'élevage des deux entreprises turques que tu nous as montrées, que tu nous as présentées? Est-ce qu'on connaît un petit peu dans quel type d'élevage ils ont, combien d'animaux, quelle superficie? Est-ce qu'on a ce genre Je de ne sais pas détails? si Emeric a creusé le sujet quand il a regardé les entreprises, mais généralement, les entreprises, en tout cas, c'était pour l'Ukraine, on sait. Donc pour les Turcs, je ne sais pas, mais généralement, c'est des élevages cages standards, même pas cage aménagée, puisqu'ils ne sont pas du tout. Il n'y a que l'Union européenne qui a mis ces règles de cage aménagée et là, actuellement, sortie de cage. Donc dans les autres zones du monde qui ne sont pas concernées par ces directives européennes, c'est généralement des cages standards comme on avait avant 2012. Et généralement aussi avec un taux de poules blanches beaucoup plus élevé aussi, qui est un peu une particularité de certains pays d'Europe, d'avoir comme nous une population de souches brunes importante. Dans ces autres pays, généralement, la blanche est ultra dominante, quoi. Eh bien, si pas d'autres questions concernant les œufs, on va basculer sur le lapin. Alors, donc, deuxième volet, effectivement, sur le lapin. Hop, on va démarrer tout de suite donc, sur les matières premières. Donc, on vous a pas remis le reste des matières premières, puisque c'est forcément la même chose que ce qu'on a vu pour la pondeuse. Les seules matières premières un peu spécifiques, c'est sur les déshydratés, donc avec la luzerne notamment. Je vois qu'il y a une coquille, j'ai pas fait gaffe, c'est 2 fois la luzerne.
Et donc en fait, ce qu'il faut voir sur les déshydratés en général, mais quels que soient les déshydratés, on a des baisses de surface qui sont estimées. Pour l'instant, on avait des prix très élevés. Les baisses de surface s'expliquent parce que c'est plus suffisamment rémunérateur pour les producteurs qui font de la luzerne. Et donc, si on a moins 5% en 2025 dans les estimations de la prochaine sol luzerne et moins 10% en 2026, ça pourrait faire que les prix, qui étaient plutôt en baisse, même ils étaient partis d'assez haut en 2024, ils pourraient peut-être remonter à terme. Pour l'instant, vous voyez, on avait vraiment un pic en 2024, ça a plutôt baissé, mais par rapport aux moyennes des années précédentes, un peu comme les autres matières premières, on était quand même au-dessus. Donc là, voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas sur 2024, c'est plutôt cette baisse de prix qu'on a connue. Pareil, je fais le parallèle sur les taxes de Trump, sur la filière cunicole, quelles sont les spécificités. Donc là, pareil, c'est Mohamed qui a creusé un peu sur toutes nos filières concernées dans le périmètre du champ de l'Italie. On l'a dit tout à l'heure, les filières avicoles sont peu concernées. En lapin, c'est un peu différent. Et puis le poids relatif est aussi différent. Et ce qu'on a vu via les données que Mohamed a triturées, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de peau de lapin. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne suit pas du tout. Donc on a un peu creusé la question. Donc c'est pas, en tout cas, c'est pas les opérateurs français, c'est pas les peaux des lapins des lapins de chair français qui sont échangés, en tout cas. Les pays, la France, c'est vraiment rien dans ces échanges de peaux de lapin par rapport aux autres pays européens. Mais mine de rien, c'est quand même 8 millions d'euros en 2024 en termes d'import de l'Union européenne depuis les États-Unis et 10 millions en termes. Ah ben là, pareil, il y a une petite coquille d'export des États-Unis. Ah non, pardon, d'import des États-Unis depuis l'UE. Pardon, c'est bien des apports dans les deux cas, mais dans l'autre sens. Donc 10 millions des États-Unis depuis l'UE et 8 millions de l'UE depuis les États-Unis. Et donc ça montre qu'il y a des échanges importants sur ce secteur-là qu'on n'avait pas forcément analysé jusqu'alors. Mais comme je viens de le dire, ça ne concerne pas en tout cas les opérateurs français. Et puis sur la viande de lapin, par contre, et là ça concerne des opérateurs français, on a quand même toujours une importation, et on le verra dans les graphes après, récurrente des États-Unis depuis l'Union européenne et dont la France. Et c'est quand même pas loin de 6 millions d'euros. Donc relativement au poids de la filière lapin, c'est pas négligeable. Donc cette filière pourrait être potentiellement touchée par les conséquences de droits de douane. L'indice Itavi sur le lapin, en fait, il suit cette évolution qu'on a vue juste avant des déshydratés, je vais y arriver. Et donc, il est plutôt en baisse parallèlement en fait, à la baisse des déshydratés, et il a perdu par rapport à avril 2025 par rapport à avril 2024, moins 6,1%. Donc, on est vraiment sur cette décroissance de l'indice. Sur les inséminations, qu'on ne présente pas forcément à chaque fois, mais là, je pense que c'était intéressant quand même d'en dire 2 mots. Donc, on a des inséminations qui sont en baisse, on le verra, c'est un peu en lien logique avec la baisse de production globale et d'abattage. Donc, on est en recul de 9% par rapport à 2023. Et à noter quand même, et ça c'est une information quand même importante pour la filière, c'est qu'il y avait 2 sélectionnaires de lapins qui étaient situés sur le territoire français, IFARM et ICOL, mais le dernier là, a cessé son activité en France, donc depuis justement le début de cette année 2025. Donc ça quand même, voilà, ça veut dire que maintenant il n'y a plus qu'un seul sélectionnaire sur le territoire français. Au niveau de la production, donc elle est effectivement en baisse. Elle suit, on le verra tout à l'heure aussi, la baisse de la consommation. Et donc on atteint 23,7 000 tonnes équivalent carcasse en 2024. Donc moins 6,3% par rapport à l'année précédente. Et les fabrications d'aliments aussi d'ailleurs baissent aussi en parallèle de cette baisse de production. On va dire que c'est assez logique que les effets se suivent. Alors sur 2025, on a mis un point d'interrogation. Ça ne veut pas dire que ça va arrêter de baisser, mais pour la première fois, on va dire, sur les dernières années, on a une baisse qui est quand même moins marquée que d'habitude, puisque vous voyez là sur le graphe à gauche, là, la courbe noire, sur janvier-février, c'est les mêmes chiffres que 2024. Il y a juste en mars où on a un petit décalage. Alors est-ce que c'est juste le début d'année et que ça va changer par la suite? En tout cas, ça sera à suivre, mais sur les premiers mois de l'année, c'est un peu moins en baisse que ce que c'était les années précédentes. On a toujours une forte baisse d'année en année. Donc à suivre, voir est-ce qu'on atteindrait enfin un plateau pour les abattages. Pardon. Effectivement, les abattages, les inséminations, etc., enfin toute la production, ça suit quand même le premier facteur déterminant qui est l'érosion de la consommation, puisque la consommation de lapin, vous voyez, depuis 2006 jusqu'à 2024,
elle ne cesse de décroître. Alors là, c'est pareil, si on regarde juste sur la dernière année, entre 2023 et 2024, on est passé de 310 grammes à 300 grammes, donc on a perdu que 10 grammes, alors que d'habitude, les pas sont plus élevés. Donc pareil, c'est peut-être un signe que ça ralentit, la baisse ralentit, mais bon, on n'est quand même pas ni dans une stabilisation complète, et en tout cas, surtout pas dans une augmentation pour l'instant sur cette filière. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que la baisse de la consommation, en 2024, elle a baissé du coup moins vite que la production. Et donc, il faut quand même, dans une filière que je vous rappelle, on n'a pas remis le chiffre, mais qui est dans un auto-approvisionnement positif. C'est une filière qui, en France, on arrive à produire plus que ce qu'on consomme. Il faudra veiller à voir si on arrive à suivre. Et puis, si par exemple demain on a une production qui n'arrive plus à suivre la consommation qui en devient déficitaire, ce serait quand même dommage dans une filière où pour l'instant on était excédentaire. Une autre chose à noter et qu'on voit aussi dans les autres types de viande, mais c'est que le lapin entier continue de décroître au profit des découpes. Donc là, vous avez les différents types de morceaux de lapin en termes d'achat, pareil avec le panel Kantar entre 2023 et 2024. Tout en bas, vous avez le lapin entier. Donc il était à presque 50% en 2023 et il est à 47,5% en 2024. Et si on regarde sur du plus long terme, on a vraiment cette tendance de fond où l'entier prend de moins en moins de place. Ça s'explique par ce qu'on a déjà dit aussi sur la volaille, c'est les mêmes facteurs. Des ménages plus petits en taille, donc ils veulent moins des morceaux importants. La praticité aussi des découpes, etc. Tout ça qu'on retrouve en volaille, on le retrouve également en lapin. Donc l'entier, pour la première fois en 2023, était passé sous la barre des 50%, et donc ça se renforce encore en 2024. Et puis de toute façon, d'ailleurs, dans les linéaires, c'est de plus en plus difficile de trouver de l'entier, même si vous en cherchez, puisque comme c'est plus ce type de morceau qui est favorisé dans les achats, au niveau des ventes, donc ça se répercute, on va dire aussi, on en achète moins, donc on en met moins en rayon, donc on peut moins en acheter, et ainsi de suite. Si on regarde après le détail morceau par morceau, alors déjà, première chose à noter, c'est que par rapport à ce qu'on a vu en volaille de chair et juste avant là sur les œufs, l'évolution des prix, globalement, en lapin, entre 2024 et 2023, elle a plutôt augmenté, 1,6% sur tout lapin, là, le histogramme tout en haut, et puis avec des morceaux qui ont plus ou moins augmenté, ce que vous voyez sur les histogrammes en dessous, et des volumes qui ont plutôt baissé. Donc, par rapport, en termes de dynamique de prix, en tout cas par rapport aux autres espèces, on voit que le lapin a continué d'augmenter quand les autres espèces ont baissé. Et donc ça, c'est pareil, ça peut être un point de vigilance pour pas que ça décroche en termes de rapport qualité-prix par rapport à d'autres types de viande. Et donc il y a juste les gigolettes qui sont un peu en différence. On le voit sur le graphe de gauche, c'est l'évolution de volume qui est plutôt en hausse par rapport aux autres morceaux. Alors, la déconsommation à domicile, elle ne se limite pas à la viande de lapin, parce que ça, c'est des données que Mohamed a traitées justement, qui ont été présentées hier aux Journées de la recherche cunicole. Il y avait tout un volet sur la consommation de viande de lapin, donc c'est des données qu'on a reprises ici pour le WebEco. Et donc, les évolutions des achats de ménage, si on regarde sur toutes les espèces animales, l'ovin, la pintade, le canard, il y a pas mal d'autres espèces qui ont perdu beaucoup d'achats de ménage entre 2020 et 2024, donc sur une période de temps relativement courte, avec un petit point quand même de vigilance, c'est que 2020, c'est quand même une année aussi un peu atypique, puisque c'est l'année du Covid, donc si on veut regarder sur un pas de temps plus long, on peut sortir de cet effet spécifique 2020. Dire aussi que les achats des ménages en 2024, donc c'est 13 200 tonnes, et donc c'est moins 33% depuis 2020, et que les autres viandes, j'ai dit, ont été touchées. Et ce qui est quand même aussi important, et ça fait l'écho à la diapo juste avant, c'est que le prix à la portion, il est quand même plus élevé en lapin que dans d'autres espèces, et notamment là on pense au poulet. Et donc ça peut avoir forcément des conséquences sur l'acte d'achat du consommateur en période notamment d'inflation. Et comme sur d'autres produits animaux, il souffre un peu de la difficulté de justement il n'était pas forcément suffisamment bien positionné par rapport au type de produits proposés, notamment le lapin entier, etc. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ça c'est des choses qui sont en train de bouger, parce que ça ne correspond plus forcément à ce que le consommateur achète aujourd'hui.
Et quand on creuse, en fait, dans le panel Kantar, ça permet de creuser un peu sur les catégories de la population qui vont acheter, tel ou tel type de produit. Sur le lapin, donc là, c'est en forme de radar. Donc quand vous êtes à 100, ça veut dire que votre catégorie consomme comme la moyenne de la population. Quand vous êtes au-dessus de 100, qu'elle surconsomme par rapport à la moyenne de la population. Quand vous êtes en dessous de 100, qu'elle sous-consomme par rapport à la moyenne de la population. Et donc là, vous voyez que sur les catégories par classe de revenus, et ben en fait, les classes aisées, moyenne supérieure et moyenne inférieure consomment relativement donc plus de lapins. Et la catégorie qui en consomme beaucoup moins, c'est la catégorie modeste. Donc on voit qu'effectivement, le lapin a du mal à chercher cette catégorie-là du fait de son côté positionnement prix. Et qui est vu plutôt aussi comme une viande un peu plaisir, enfin qu'on cuisine, etc., par rapport à d'autres viandes qui sont un peu des viandes, on va penser au steak haché ou au filet de poulet, etc., qui sont plutôt les premières viandes abordables. Et autre point qu'on peut regarder, c'est par rapport à l'âge. C'est quelque chose qu'on sait, hein, mais qui permet, les chiffres de Kantar permettent de le montrer, de le prouver. C'est qu'il y a vraiment une surconsommation, mais très, très marquée, des seniors par rapport au reste de la population. Donc, d'ailleurs, ça écrase un peu le graphe, hein, puisqu'ils sont très, très représentés. Et là, c'est pareil, il y a certains autres profils de viande. On pense à l'agneau, on pense, un peu aux espèces qu'on a vues juste avant, qui sont aussi surreprésentées un peu de façon parallèle, au lapin dans ces catégories-là. Et donc c'est ça tout l'enjeu, c'est de réussir à ce que les jeunes consommateurs ne consomment pas que 2-3 produits animaux, mais bien une palette d'espèces diversifiées, quoi, dont le lapin. Donc ça, c'était toute la Kantar, c'était sur la partie consommation à domicile. Donc là, on est sur la partie RHD. Et juste pour dire, parce que c'est quand même un relais de croissance important, la RHD, pour pas mal de production animale. Et donc voir comment le lapin arrive à tirer son épingle du jeu par rapport à cette RHD. Et donc en 2024, donc 36% de la consommation passe maintenant par le circuit RHD versus 32% en 2023. Donc on voit que ça peut être un relais de croissance pour le lapin. Donc il y a vraiment intérêt à aller chercher ces parts de marché, et puis notamment puisque c'est sur ce secteur-là qu'il y a le plus aussi d'importation, de rester comment dire, concurrentiel ou compétitif par rapport aux importations. Alors justement, en parlant d'importation, on va passer donc au commerce extérieur. Donc la filière lapin française, elle a la particularité d'avoir un solde commercial qui est toujours excédentaire depuis de nombreuses années, que ce soit en volume sur le graphe de gauche ou en valeur sur le graphe de droite. Et donc on a un solde qui est même en progression, que ce soit en volume ou en valeur en 2024 par rapport à 2023. Donc ça, c'est un des points forts de cette filière, c'est qu'on a une capacité même en termes de souveraineté de pouvoir exporter, puisqu'on arrive à produire plus que ce qu'on consomme et de subvenir déjà aux besoins de notre population. Et en termes d'échanges avec les autres pays, ce qu'on peut noter, hein, c'est... Alors, il faut faire attention sur le lapin, comme c'est des volumes qui sont plus petits, on peut vite avoir des évolutions à deux chiffres dans un sens ou dans l'autre. Donc prendre toujours un peu de recul par rapport à ce type d'histogramme, puisque voilà, il suffit qu'il y ait un ou deux opérateurs qui gagnent ou qui perdent un marché pour que les histogrammes peuvent se retourner. Donc sur les exports, sur l'Italie, donc on voit qu'il y a vraiment une reprise de part de marché sur ce marché d'export vers l'Italie avec plus 26%, alors qu'on a plutôt un recul généralisé des imports, notamment depuis l'Espagne. Et sur la Chine, par contre, hein, qui reste quand même le premier pays depuis lequel on importe, et puis on a une slide d'après, mais pour rappel, hein, la Chine est ultra dominante dans le marché de la viande de lapin. Donc, et notamment pour les RHD, c'est un enjeu, effectivement, de voir le poids des importations chinoises dans ces importations au niveau de la France. Donc, plus 7% en 2024 par rapport à 2023. Et puis l'Espagne, par contre, qui était à moins 44%. Sur la Chine, justement, une petite slide pour rappeler ça. Donc la Chine, donc, c'est de très très loin le premier pays producteur, hein, c'est 40% de la production, quand l'Union européenne, c'est 16% et la France, 3%, mais qui pèse 16% du commerce mondial. Donc la France est un acteur important dans les échanges mondiaux de viande de lapin, mais très loin quand même de la Chine, qui est assez hégémonique sur cette production. Et donc en Chine, vous voyez, là, c'est la production de l'ensemble, de l'ensemble des pays du monde sur la production mondiale de lapin, et la Chine est tout en bas,
Et donc on voyait que sur les années de croissance jusqu'en 2014 où il y a eu le pic, c'est vraiment l'effet chinois qui a boosté. Et on voit que sur les autres zones, que ce soit l'Union européenne ou les autres pays du monde, on était plutôt assez stable. Et c'est vraiment la Chine qui a fait cette croissance. Et puis c'est aussi la Chine qui a fait la plus grosse part de décroissance depuis ce pic de 2014. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de consommation en Chine, il y a aussi des mises aux normes sanitaires, et donc il y a une forte baisse. Sinon, retenir aussi que c'est un marché qui est quand même relativement peu mondialisé, donc même si la France pèse pas mal dans les quelques échanges qu'il y a quand même peu d'échanges par rapport à d'autres produits. On pense notamment au poulet qui est très échangé, ou d'autres produits comme ça. Et puis on a cette difficulté, et c'est vrai du coup dans tous les pays, sur cette consommation en baisse qu'on vient de voir sur les graphiques pour la France. Donc, qui est dû à côté image animale de compagnie du lapin, ça qui est vrai dans pas mal de pays. Son positionnement prix aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui peut des fois le rendre moins attractif pour le consommateur par rapport à la volaille ou au porc, on va dire, qui sont plus proches. Le faible ancrage culinaire, c'est-à-dire que forcément le lapin, on n'en consomme que dans des pays qui ont une habitude de consommer du lapin. C'est le cas de la France ou des pays d'Europe du Sud, de la Chine, et encore c'est que quelques régions de Chine ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est, mais c'est pas forcément le cas partout dans le monde. Sa part relative en RHD, qui est, même si on l'a vu, hein, c'est plutôt en progression, qui est relativement plus faible que d'autres productions animales. Et puis des questions aussi de non-renouvellement générationnel pour des éleveurs, mais pas spécifique pour la France, mais dans le monde au niveau global. Donc ce qu'il faut retenir, les perspectives sur la filière lapin de chair. Donc c'est vraiment toujours ce même enjeu qu'on cite à chaque fois, mais c'est vraiment ça la grande difficulté sur cette filière, c'est de réussir à ramener du consommateur, ramener des ménages, notamment les plus jeunes, et aussi les catégories plus modestes dans les consommateurs de lapins, pour diversifier la cible, quoi. C'est vraiment l'enjeu de la filière. Sur les échanges, sur l'auto-approvisionnement, on est toujours sur un sol commercial, donc ça c'est plutôt un des points forts de la filière, qui s'est encore en plus amélioré en 2024, que ce soit en volume ou en valeur. Par contre, il y a toujours on parlait de l'Ukraine tout à l'heure pour les œufs ou pour la volaille de chair. Là, c'est plutôt la Chine, le sujet au niveau des importations, qui est ultra dominante sur le marché mondial et qui peut peser notamment dans les importations, notamment pour la RHD. Et puis, un autre sujet, et qui fait un peu le pendant avec ce qu'on vient de voir sur la poule pondeuse, qui va être un sujet aussi des mois à venir, là, c'est tout ce qui est discussion sur l'initiative citoyenne européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, où le lapin est concerné pleinement. Et de voir quelles seront les propositions de la Commission européenne, sachant que le lapin fait partie des espèces concernées dans cette ICE, et donc de voir comment la production européenne et française, c'est un sujet plutôt européen, mais après il y aura aussi des discussions au niveau des pays, vont s'emparer de cette question, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer, et quelle place à l'alternatif, sachant qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions que ce qu'on a pu voir en pondeuse pour l'instant. Il existe des systèmes alternatifs sur la partie engraissement, mais qui ne sont pas au même taux de diffusion, on va dire, que ce qui existe en alternatif en œuf. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions également sur la partie lapin. Et voilà, on attend vos questions. Ce sera la seule session de questions pour la partie lapin. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Moi, j'en ai une. Donc il y a moins d'abattage. Est-ce qu'on remarque l'alourdissement aussi du lapin? Est-ce que ça, c'est une solution qui permettrait justement de le positionner de manière plus accessible aux ménages moins aisés? Alors oui, tout à fait. Alors effectivement, on parlait de ça aussi mardi, l'alourdissement existe aussi en lapin. Et en fait, le fait qu'on consomme de plus en plus du lapin sous des achats en découpe, etc., favorise aussi plutôt le développement du lourd, comme ce qui existe en volaille. Mais toute la difficulté, en fait, c'est qu'au niveau prix, plus le produit est découpé et moins on arrive à valoriser l'intégralité des morceaux, c'est toujours le problème du déséquilibre carcasse ou déséquilibre matière, fait qu'on va devoir mettre le surcoût sur des morceaux, alors que quand on vend un lapin entier, on va dire il s'équilibre de lui-même parce qu'on a l'ensemble de la carcasse qui est valorisée. Et donc c'est toute la difficulté, d'ailleurs c'était un des sujets qui a été pas mal évoqué hier au JRC, c'est toute la difficulté
de suivre l'évolution de la consommation. Il faut absolument suivre l'évolution de la consommation. Ça sert à rien de continuer à vendre des lapins entiers si plus personne n'en achète, ça c'est sûr. Mais plus on va aller sur ce type de découpe, etc. Alors effectivement, le lourd peut être une des voies, mais il n'empêche que même dans un lapin plus alourdi, on a du mal à valoriser tous les morceaux quand on fait de la découpe. Et qu'est-ce qu'on fait des morceaux qu'on arrive moins à valoriser? Et si on arrive moins à les valoriser, le problème c'est qu'on va devoir augmenter d'autant plus le prix sur les morceaux qu'on va eux valoriser. Donc il faut faire extrêmement attention à cette évolution, et on l'a cité souvent, hein, mais sur les filières SICO en volaille, c'est toute la difficulté, notamment sur le label rouge, etc. Ils ont toujours eu des difficultés à réussir à vendre de la découpe en label rouge, parce que ça devient des prix qui peuvent devenir vraiment dissuasifs pour le consommateur. Et donc le lapin, il faut qu'il arrive à pas trop se décrocher par rapport à cet aspect prix, quoi. C'est tout l'enjeu de la filière lapin. Estelle nous demande, est-ce que c'est possible de connaître l'évolution des modes de production? Oui, alors on l'a pas mis ici. Là, c'est pareil, il y a des données disponibles, Renaseb, etc., disponibles sur le site Itavi, qui suit l'évolution des modes de production. Pareil, il y a peut-être des collègues au plus du Clipwatt qui sont là, qui pourront répondre, mais de tête, c'est autour de 10% les logements alternatifs actuellement, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est quand même loin, c'est loin d'être majoritaire, et il y a encore énormément de possibilités d'agrandir ce segment. Mais ce qui a été discuté hier aussi là, sur ce sujet-là au JRC, c'est quand même de dire attention, un peu comme dans l'œuf d'ailleurs. L'œuf, en fait, quand il est passé au mode alternatif, on a vu tout à l'heure, hein, il a plein de gammes, et donc ça a permis de diversifier aussi la gamme. Peut-être d'ailleurs un peu à l'extrême dans l'œuf, puisqu'on a vraiment beaucoup de circuits de valorisation. Sur le lapin, l'idée, c'est de dire on va pouvoir proposer des logements alternatifs, mais ça a un surcoût, hein, donc ça veut dire que tout à l'heure on disait le positionnement prix, c'est-à-dire que ce produit-là va être légèrement plus cher que le produit conventionnel. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils viennent se substituer au conventionnel. Sinon, en termes de positionnement prix, il va être peut-être encore plus dissuasif. Déjà, on a de plus en plus de difficultés à trouver du lapin dans les EDMP, là, les hard discount. Il est de moins en moins présent. Et donc, si il a un effet prix encore plus fort, il va complètement disparaître de ce type de magasin, et donc il ne deviendra plus qu'un produit un peu plus de luxe, on va dire, comme certains types de volailles. Et donc, s'il ne veut pas perdre sa place, il est plutôt dans l'optique d'essayer de diversifier son offre et d'avoir du produit conventionnel, du produit avec des modes alternatifs, etc. Un peu comme a fait la pondeuse en proposant, selon les capacités, les pouvoirs d'achat des consommateurs, différents types de produits. On observe un petit sursaut d'export vers l'Italie. Il y a une raison. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se populariser ou... Non, alors c'est pour ça que je disais il faut prendre un peu de recul par rapport au chiffre, parce que d'une année sur l'autre, voilà, c'est ça, c'est que d'une année sur l'autre, ça peut vite se retourner dans un sens ou dans l'autre. Alors après, l'Italie, l'Espagne, ou avant, il y avait aussi les États-Unis, c'est quand même les pays, en fait, il y a pas mal d'échanges entre les pays consommateurs, donc il suffit qu'il y ait quelques opérateurs qui ont moins un produit ou qui ont besoin d'un côté ou de l'autre pour qu'ils puissent avoir ce type d'échange. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet structurellement de long terme vers l'Italie. C'est juste que c'est effectivement des pays avec lesquels il y a des échanges, puisque c'est des pays où il y a des consommations qui se font. Mais je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusion au-delà de ça. Pour l'instant, il faudrait regarder sur plusieurs années, mais souvent, d'une année sur l'autre, on voit que ça peut bouger d'un pays à l'autre. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Dépêchez-vous si jamais une question vous brûle les doigts. Sinon, on va raccrocher. S'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous alors, et puis on vous enverra bien sûr le diaporama. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. On rappelle notre partenaire, le groupe CCPA, qui a permis la réalisation de ce WebEco. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis oui, vous recevrez très prochainement le replay. Mettez plein de super étoiles pour dire que vous avez adoré, surtout. Et puis à bientôt. Merci à tous, à bientôt, au revoir.